on a une école qui n'est absolument plus adaptée au monde dans lequel on vit. Tu sors d'un bachelor ou d'un master, tu peux pas avoir d'expérience. Et le chef d'entreprise il me dit oui, mais moi, je recrute quelqu'un qui est diplômé, mais qui doit avoir de l'expérience. Faut être schizophrène. Donc, ou alors, il y a une solution, c'est la dualité. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de MB Podcast. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Roselyne et Richard, les directeurs et cofondateurs de International Management School Geneva, une école à Genève qui s'occupe des bachelors et des masters, c'est juste. Aujourd'hui, on va parler d'éducation, on va parler de leur parcours aussi. Qu'est-ce que ça fait d'être directeur d'école? On va parler aussi d'HES. Bonjour à vous deux, comment ça va? Ça va. Écoute, Mathéo, ça va bien. Ça va Ravi bien. d'être ici, en tout cas. Parfait, un plaisir. Comment vas-tu? Si Rosine va bien, je vais bien. Magnifique. C'est évident. On a aujourd'hui 2 heures à disposition. Si on fait plus, tant mieux. Si on fait moins, c'est pas grave. L'idée aujourd'hui, c'est de parler aussi de vos parcours. Et puis, on va commencer à Ladies First. Raconte-moi un peu ton parcours de ta carrière jusqu'à aujourd'hui, de venir à la tête d'une école, finalement. À la tête d'une école, souvent on me pose la question comment on est arrivé à créer sa propre école, notamment une business school. Surtout qu'au départ, j'étais pas du tout prédisposée à ça, puisqu'en fait, au départ, ma primo-formation après mes études secondaires, c'est pharmacien. Donc, dans le domaine de la santé, j'ai exercé un petit peu en officine. Je suis partie dans l'industrie pharmaceutique où j'ai pris la tête du département marketing. Et puis à partir de là, j'ai commencé à donner des cours en marketing. Ok. Et puis de donner des cours, j'ai entre-temps rencontré Richard qui, lui, était dans le monde de l'éducation. Donc voilà, les cours, le mari, on en arrive à faire une entreprise, une première dans l'ingénierie pédagogique. Et puis, il y a maintenant 10 ans, on crée sa propre école. Ok. Et comment ça se fait qu'on puisse totalement switcher finalement d'un secteur santé, comme tu l'as dit, qui n'a rien à voir, hein, Oui, non, qui à n'a rien à voir. finalement Au départ. l'éducation. Qu'est-ce qui t'a fait que... Alors, je pense que c'est pas, on switche pas de l'un à l'autre. C'est plutôt step by step. Voilà, je suis passée de la pharmacie à l'industrie pharmaceutique, de l'industrie pharmaceutique, le marketing, puisqu'entre-temps, j'avais eu un MBA, donc voilà, donc ça, effectivement, ça m'a formée aussi à l'entreprise, donc l'industrie pharmaceutique. Et puis, de l'industrie pharmaceutique, on se dit, tiens, je suis en marketing, donc on est amené à faire quelques cours en marketing, ouais. Puis de quelques cours, c'est de plus en plus de cours. Et puis, finalement, ce qu'on fait pour les autres, à un moment donné, on se dit, on va le faire pour soi-même, parce que je pense qu'on a une idée, de l'éducation, on a une idée de ce qu'on a envie d'amener aux étudiants, et donc, au final, on le fait pour soi. Ouais. Et puis, on était 2, donc c'est peut-être plus simple. Ça a aussi certainement aidé effectivement à ce switch, effectivement, comme tu le dis. Voilà. Mais c'est effectivement... Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est habitué à ce que les gens passent d'un métier à un autre. Il y a 20 ans en arrière, c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Et puis, voilà, c'est plutôt fait petit à petit, je dirais. Ok. Et du coup, Richard, tu représentes le côté éducation, c'est ça ? Alors, éducation, oui, mais en étant toujours entrepreneur. Moi, j'ai monté très, très tôt une école. Déjà, à 20 ans, j'avais déjà investi dans une école. Incroyable. Une business school, ouais. C'était ça. Mais à 20 ans, tu étais déjà diplômé ou... Non, j'étais étudiant. Okay, et en fait, incroyable. Avec la personne qui était en charge du placement dans les entreprises, des jeunes, puisque moi, j'aime la dualité école-entreprise depuis mon plus jeune âge, puisque je trouve que c'est un moyen d'apprendre qui est exceptionnel. Et elle avait monté une boîte qui était Académie Mercuria à l'époque. Mercuria, Mercure, okay. le dieu du commerce. Des voleurs aussi, mais surtout du commerce. Et j'avais mis des parts dans cette boîte et j'avais fait une année de cours, justement, dans l'école que j'avais déjà créée. Okay. Et j'avais 21 ans. Donc, c'était déjà une fibre assez... la fibre de la transmission était déjà très, très prononcée. Ouais. Donc, moi, j'ai un parcours plutôt plus classique, puisque... donc après mes études, justement, dans un groupe dans lequel je me retrouve ensuite comme directeur de la recherche, je prépare un doctorat, je fais une habilitation à diriger les recherches, le brevet d'Ozen, etc. Mais avant toute chose, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de diriger des écoles. Donc, okay.
on s'est rencontrés tous les deux en MBA. Hein, on était à Reims, capitale du Champagne à l'époque, donc quelque chose de très intéressant. Pas que pour le champagne, des cours très intéressants. J'ai rencontré beaucoup de gens inspirants. En fait, je crois que le mot-clé de ces parcours, c'est d'être inspiré. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui manque de plus en plus dans les écoles, ce sont des êtres inspirants. Moi, j'ai eu la chance de croiser des personnes merveilleuses. Je pense à mon directeur de thèse, le professeur Peretti. Je pense à des gens comme Roger Serre qui ont créé et Yvan Règle qui ont créé des empires éducatifs, mais toujours avec de l'humanisme sur le fond. Comment rassembler l'humanisme, l'économique, le social, qui sont pour nous les trois mamelles et les trois piliers quelque part des enseignements qu'on essaye de dispenser. Donc c'est vraiment ça le déclic. Et puis à un moment, on se dit, bon, ben, entre-temps, on a monté 2 écoles en Afrique, hein, une à Pointe-Noire, une à Kinshasa, sur un constat très simple, c'est des étudiants qui venaient d'Afrique et qui nous disaient, ben, écoutez, on ne vient pas, contrairement à ce qu'on pense, pour avoir la sécurité sociale ou pour avoir autre chose. On vient parce qu'il y a de l'emploi. Et donc, l'idée, c'est de se dire à un moment, mais s'il n'y a pas d'emploi localement, créons les conditions pour justement pouvoir faire matcher les études, l'entreprise, d'où la dualité. Et on s'est rendu compte que 93% des jeunes qui étaient en bachelor restaient sur place et développaient localement. Donc, pas de fuite de cerveau, un développement local. Et donc, moralité, un pari qui est rempli. Ok. Hyper intéressant le côté inspirant et je pense que je vais rebondir là-dessus. Quelles sont finalement les personnes qui vous ont inspiré? Là, tu as nommé certains professeurs. Est-ce que vous, c'est une volonté que vous avez aux élèves que vous avez actuellement dans votre école d'avoir des personnalités inspirantes pour ces élèves-là pour la suite de leur parcours? Oui, je pense que c'est indispensable. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui interviennent dans notre école, finalement, il faut que nous, il faut que ça ait matché avec nous, en fait, avant, et qu'on se dise, tiens, on a quelque chose. Bah, Mathéo, tu vas le faire. Enfin, voilà, tu vas bientôt venir enseigner. C'est parce qu'à un moment donné, on s'est rencontrés, pardon. Et puis, qu'il y a quelque chose qui parle, parce qu'on partage certainement des mêmes valeurs, parce qu'on parle le même discours, parce qu'on a envie de transmettre de la même façon. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même une idée de la façon dont on veut que les choses soient transmises. Et donc, finalement, il faut que la personne qui vienne intervenir dans l'école, elle puisse correspondre à l'idée qu'on s'en fait, effectivement, et que ça corresponde aux valeurs qu'on a envie de transmettre, mais surtout à la façon. Je pense qu'il y a surtout cette façon de faire, il y a cette façon d'intéresser, encore une fois, d'être inspirant. Je pense que un enseignant, un intervenant, enfin voilà, on l'appelle comme on veut, il doit, à un moment donné, il doit vraiment être inspirant, c'est-à-dire qu'il doit passionner, il doit transmettre quelque chose. Il vient pas juste, présenter un PowerPoint ou non. C'est avant tout un échange. C'est avant tout, il doit y avoir écho d'un côté et d'un autre. C'est-à-dire que l'enseignant doit trouver dans sa classe, ou dans les étudiants qu'il a en face de lui, quelque chose. Et c'est comme ça qu'on arrive à échanger, et c'est comme ça qu'on arrive à créer vraiment quelque chose d'intéressant. Mais c'est quelque chose d'intéressant parce que justement, cette dualité où il y a cet échange, c'est quelque chose qu'on ne trouve absolument pas dans ces fameux auditoires universitaires où il y a un intervenant au centre et tu as 300 élèves qui écoutent. Certains n'écoutent pas et certains ne viennent même pas en cours. Comment t'expliques finalement ce décalage-là ? Tout simplement par le nombre. On manie pas les mêmes masses, je vais dire. C'est sûr que quand on a 300 étudiants dans un amphithéâtre, beaucoup plus compliqué, même pour l'enseignant, même s'il a envie, beaucoup plus compliqué de pouvoir interagir. Quand on est 300, on a même si on est sur 3 heures de cours, imagine, les 300 ne peuvent pas participer. Ou alors, il faudrait donner la parole, un temps de parole, mais ça serait limité. Nous, on a choisi d'avoir des petits effectifs justement pour privilégier cet échange. Et c'est comme ça que c'est réalisable. Là, c'est un problème de nombre. Alors après, il y a un problème de volonté, peut-être de l'intervenant. Ça, je peux pas en parler. Mais avant tout, c'est un problème de nombre.
Nous, on a la chance, et c'est un choix qu'on a fait, puisque c'est notre école, donc on a pu faire ce choix, de se dire, non, on privilégie des classes de 20, 25 élèves maximum. Et dans ce cas-là, on est sur des conditions idéales pour que l'enseignant, justement, puisse avoir cette interaction, puisse poser des questions, avoir en face un auditoire qui réagit. Ouais. Et ces fameuses classes, quelle est un peu à peu près l'audience de ces personnes-là? C'est des personnes qui sont en cours d'emploi, c'est des personnes qui sont à la sortie des études et qui commencent leurs études supérieures. Quelle est un peu les personnes qui étudient chez vous? J'allais dire les deux, mon capitaine, puisque si on prend des tout jeunes, ils sortent effectivement d'école secondaire, mais ils sont également en emploi, puisque chez nous, dès la première année, nos étudiants sont ce qu'on appelle en dualité, en système dual, en dualité école-entreprise, et ils sont minimum à 40% d'entreprise. Donc finalement, ils sont les deux. Donc ça, c'est une condition, hein. Oui, bien sûr, c'est effectivement, il faut effectivement être en emploi parce que, en fait, c'est ce qui rend la chose intéressante. Ouais. Et justement, ces étudiants qui sont en emploi, moi, j'en reçois beaucoup des personnes qui sortent d'études en entretien d'embauche, et j'ai un souci avec une réalité du terrain. Ça veut dire que les personnes qui étudient le marketing ou le marketing digital, alors moi, c'est vraiment mon cas, c'est le marketing digital, ces personnes-là débarquent et se disent, OK, j'ai un budget à 50 000 francs par mois pour faire du marketing. Je leur dis, OK, il n'y a pas toutes les boîtes qui sont Nestlé et qui ont 50 000, 100 000 francs à dépenser en marketing digital. Et quand tu leur mets avec les contraintes financières, parce que c'est la réalité du terrain, ils sont complètement largués. Est-ce que justement cette dualité permet de faire des liens dans les cours, ou bien il faudrait mettre en place autre chose? Je ne sais pas si tu veux... Je pense que tu viens de résumer parfaitement le principe de la dualité, c'est-à-dire qu'à un moment, l'entreprise va permettre de ramener un petit peu à la réalité. L'exemple que tu prends, on va te faire un plan market à 300 000 balles, et pour les générer, il faut quand même un petit peu plus que quelques millions de chiffre d'affaires. Ouais. Donc, c'est certain que ça ramène à la raison, mais ça ne doit pas non plus enlever la dimension académique. Ouais. En fait, la dualité, c'est un doux équilibre entre l'académique et le pragmatique. Et du reste, l'académique peut être pragmatique et applicable. On est revenu, nous, en fait, à l'origine des business schools. Il ne faut pas oublier que les business schools, au départ, quand elles sont créées, c'est dans les années 1870 et compagnie, elles sont créées pour une chose très simple, c'est que les filières universitaires n'arrivent pas à fournir les futurs cadres d'entreprise. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on apprend à l'époque à l'université? On apprend le droit, on apprend la théologie, on apprend la médecine, la pharmacie, etc. Mais pas le business. Du reste, les unités de business school intégrées dans les universités arrivent relativement plus tard. C'est Harvard, c'est tout ça, etc. Donc nous, on revient à l'essence même. C'est-à-dire, des chefs d'entreprise nous disent, et c'est pour ça que dans notre comité d'orientation stratégique, on a quasiment que des chefs d'entreprise qui nous disent, voilà, nous, quels sont les besoins en termes de connaissances, en termes de compétences, en termes de posture, d'attitude, de comportement. Et ça nous permet justement d'adapter nos maquettes pédagogiques pour pouvoir répondre à cette demande. Okay. Donc, en fait, on est sur cette logique de, plutôt en amont, de dire quels sont les besoins de l'entreprise, comment nous, on peut y répondre, sans pour autant sacrifier toute la dimension de maîtriser les paradigmes, les concepts, etc. Parce que ça, c'est quelque chose qui est nécessaire, ne serait-ce qu'en termes d'éléments de langage, par rapport à un étudiant de bachelor qui va parler à un autre étudiant de bachelor, un étudiant de MBA qui va parler à un autre étudiant de MBA, qu'il soit du public ou du privé. Hein. Ouais. Les profs sont souvent les mêmes. Hein. Du reste, non, des purs produits universitaires. Et ce n'est pas ce qui nous empêche de faire du privé. Et on n'a pas l'impression de vendre notre âme au diable. Bien au contraire. Hein. Je rappelle quand même que s'il n'y avait pas l'enseignement privé, eh bien, je ne sais pas où iraient tous les étudiants, parce que l'université est incapable de tous les absorber aussi. Hein. Donc, moi, je suis contre ce combat, parce qu'un pur produit hybride, on en est. Et vraiment partir d'une problématique et laisser aussi aux professionnels, puisque pas mal de nos enseignants, tu en es la preuve même, sont des professionnels, parce qu'il y a un moment, il faut parler vrai. C'est-à-dire que quand tu dis très bien un plan market, eh bien, il faut qu'il soit certes sexy, mais il faut qu'il soit applicable aussi. Ouais, c'est ça. Et justement, dans ce comité-là, avec ces personnes qui définissaient les besoins des entreprises, moi, j'ai une question. Je n'ai pas fait d'études supérieures. Je me suis pris des murs. Je me suis fait sur le terrain. Est-ce que tout le monde est fait pour être directeur d'une entreprise, ou est-ce qu'il y a quand même des compétences finalement requises
intrinsèque à la personne. Ça veut dire que c'est très personnel finalement et la posture, elle est plutôt naturelle. Alors tout s'apprend évidemment, mais est-ce qu'il y a quand même des gens qui ont plus de chances d'y arriver de par leur personnalité finalement? Alors, très sincèrement, beaucoup de chefs d'entreprise n'ont pas fait d'études supérieures Ok. pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils n'ont pas eu de temps à perdre sur les bancs de l'université ou des écoles. C'est un constat qu'on fait. Néanmoins, ils y reviennent plus tard par le biais de la validation des acquis, etc. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime. Mais une personne qui a une dizaine d'années d'expérience professionnelle, qui a monté sa boîte et qui, au bout d'un moment, se dit « Tiens, il me manque telle compétence, eh bien, peut-être en digital, peut-être en comptabilité, peut-être sur, je sais pas, sur l'innovation, la créativité, sur autre chose », devrait pouvoir systématiquement valider, valoriser cette expérience de manière à rentrer dans un processus de diplomation et venir rechercher. Mais dans ce cas-là, moi, c'est une démarche que j'aime beaucoup parce que ça veut dire que la personne a elle-même identifié, c'est ce qu'on appelle les knowledge workers, les travailleurs du savoir, a lui-même dit, tiens, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce dont je dispose. Ouais. Nous, nos métiers sont des métiers de réduction de gap. On a toujours l'idéalité et la réalité, et nous, on essaie de réduire. Alors après, on le fait par du cours, on le fait par du conseil, on le fait par des conférences, par un certain nombre de choses. Mais en tous les cas, nous, notre job, c'est de faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre la réalité et l'idéalité. Ouais. C'est le principe de la dualité. Ouais, je comprends. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai arrêté la Haute École de Gestion en première année. J'ai passé mon année, mais j'ai arrêté parce que ma boîte me prenait plus de temps et je préférais largement développer mon entreprise plutôt que de rester, comme tu dis, sur les bancs d'école. Mais mon ego me dit un jour, je reprendrai. Oui, c'est clair. Mais d'un autre côté, l'école peut aussi te permettre de définir ton projet, de le borner un peu plus. Te permet aussi, avec les profs que tu as, de disposer de compétences, de conseils qui seraient très coûteuses si tu es chef d'entreprise, mais que tu peux avoir à disposition. Donc, il ne faut pas non plus dénigrer le fait que l'école, elle est importante aussi pour donner un cadre. Et éduquer, c'est exducérer, c'est sortir du cadre. Donc, quand on a un cadre, ça nous donne aussi la possibilité d'aller voir ailleurs, mais de revenir dans un espace qui est plutôt sécurisé, qui est l'école, où on peut s'essayer, se risquer, mais avec, in fine, un risque qui est beaucoup plus mesuré. Ouais. Et si on revient à la question au niveau des égalités, certaines personnes ont plus d'appétence à parler en public, à se vendre soi-même, finalement. Est-ce que là, vous voyez, des différences dans les élèves et qu'il y a peut-être un accompagnement qui doit être plus poussé à travers le privé que le public ? Oui, je pense qu'effectivement, si demain on se destine à devenir entrepreneur, je pense qu'il faut déjà une fibre. Okay. Je pense que tout le monde ne sera pas entrepreneur. Après, il peut y avoir de la volonté, mais comme tu le dis si bien, c'est que pour certaines personnes, c'est beaucoup plus facile, tout simplement, parce que un esprit peut-être plus créatif, effectivement une aisance face aux autres, une aisance dans l'analyse, dans la maturité aussi, dans le projet, tout simplement. Ouais. Déjà, rien que de réfléchir au projet et de se lancer, c'est déjà... Voilà, tout le monde ne le fera pas. Et effectivement, dans les étudiants, tous ne sont pas destinés à devenir des entrepreneurs. Ça, c'est clair. Alors après, pour autant, on essaie de leur donner toutes les clés. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils rentrent chez nous et qu'ils se disent « Tiens, j'ai pas envie aujourd'hui » que peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, ils n'auront pas envie. Donc, le but, c'est effectivement quand même de leur apporter des solutions, des clés ou un langage. Et c'est pour ça que je vais rebondir sur ce dont tu parlais avant, qui était... justement, tu n'as pas fait d'études, mais ces personnes qui reviennent aux études après, souvent... on en a eu, on a rencontré des personnes qui revenaient comme ça aux études. Elles nous disaient, j'ai pas fait d'études, mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Et souvent, ce qui me manque, c'est vraiment de modéliser et un langage commun. Ouais. On sait faire, on le fait bien, certainement, mais des fois, pour pouvoir échanger avec les autres, eh bien, on a l'impression qu'il manque une petite chose. Ouais. Et en fait, c'est juste ce lien de se dire, vous voyez que vous l'avez fait, vous savez le faire. Mais maintenant, en fait, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est un petit peu comme si on marchait, mais qu'on ne savait pas qu'on était en train de marcher, par exemple. C'est exactement ça. C'est ce côté où on fait plein de choses, et on touche à plein de choses de par la réalité du terrain. Mais finalement, est-ce que c'est juste ou pas ?
est-ce qu'il y a vraiment un juste ou pas? On ne sait pas. Il y a pas d'appui derrière ou de connaissances pour me dire je l'ai fait à la haute école ou dans une école privée. Et pour moi, est-ce que je suis dans le juste ou pas? Ben, c'est toujours la différence. Mais en effet, c'est hyper intéressant de discuter par rapport à ces acquis et de revenir après aux études pour juste confirmer ou modifier un peu les différents process qu'on peut mettre en place. Mais je vais rebondir sur ce que tu dis, Mathéo. C'est pas un prof qui va te dire si c'est juste ou pas. Ouais. Si c'est juste ou pas, c'est que tu es toujours en face de moi vivant et que tu arrives à en vivre. Donc c'est juste par rapport à une situation donnée. Le prof pourra dire, bah, tiens, il y a peut-être ça à observer, il y a peut-être tel élément à entrevoir. J'ai vu ailleurs. Le gros avantage quand on est prof, moi j'enseigne aussi, et par exemple en fin de troisième année, et de master et de DBA, parce que tout à l'heure tu disais qu'on faisait du bachelor, du master, Oui. on fait du DBA aussi, on est une vraie communauté d'apprentissage, du reste avec un DBA, un doctorat, qui a été classé dans les 20 premiers DBA au monde. Ouais. Ça fait maintenant 6 ans qu'il tourne, on a une dizaine de docteurs qui sont sortis, souvent des profs de chez nous, Ok. qui justement se disent à un moment, tiens, bien, il nous manque, on a envie de faire un petit reset, une mise à jour, et ils reviennent faire de la méthodo, prendre des cours, et ils en font une thèse, ce qui est très intelligent, parce qu'en fait, leur thèse ensuite, je discutais ce matin avec Yann Vaucher, qui a fait une thèse il y a 2 ans sur l'ennui. Quand il a fait sa thèse sur l'ennui, c'est un sujet tabou, l'ennui. Oui. Quand on est nous, aux Ismaël, t'imagines, on est directeur d'école, on vous parle d'ennui. Mais il faut savoir s'ennuyer. Il y a des moments, et aujourd'hui, de plus en plus, sur des problématiques d'interconnexion, d'infobésité, etc., on a besoin à un moment de se déconnecter. C'est devenu un phénomène sociétal. Il y a 3 ans, on n'en parlait pas. Donc, on est toujours un peu en avance sur ce genre de choses. Mais c'est un prof de chez nous qui, à un moment, se dit, je fais une thèse. Du coup, il a fait une thèse. Il en a fait un bouquin. Ouais. Là, il est interrogé très régulièrement sur les médias par rapport à l'ennui. Parce qu'en fait, l'ennui, qui était quelque chose, il ne fallait pas en parler. Ben, aujourd'hui, on se rend compte que c'est nécessaire. Ouais. Pour revenir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que pourquoi tu veux un diplôme? Parce qu'il y a une pression sociale aussi. Oui. Parce qu'on est toujours dans le culte du diplôme. Il faut un diplôme, il faut etc., etc. Et on se dit, bah, moi, je suis chef d'entreprise, je génère des millions, je gère des centaines de personnes. Alors, je parle pas pour nous, mais et puis quelque part, j'ai pas de diplôme. Mais ton plus beau diplôme, c'est de gérer des centaines de personnes, de faire du chiffre d'affaires et de contribuer à la cité comme tu le fais par l'impôt, par ce genre de choses, etc. Ouais. Donc, par contre, à un moment, tu as très bien dit, par ego. Ouais, c'est exactement ça. Alors, je sais pas si c'est de l'ego, c'est de la reconnaissance ou autre chose, mais se dire, ben, j'ai besoin d'un Stempel par rapport à ça. Ouais. Et du reste, nous, on a été la première business school, grâce à notre président des alumni, qui est capitaine de l'armée. On est entré dans le dispositif de validation des acquis militaires. Ok. D'accord ? C'est-à-dire qu'un officier ou un sous-officier supérieur qui a fait son armée, eh bien, le temps passé à l'armée, on le valorise dans nos cursus. Donc, si la personne a fait carrière à l'armée en Suisse, par exemple. Alors, carrière, il reste en carrière généralement. Ouais. Mais celui qui fait son école de recrue, qui fait ses périodes, etc., eh bien, on valorise tout ce dispositif, justement, dans le système militaire. Okay. Enfin, le système militaire est valorisé, c'est la valorisation des acquis militaires. Okay. Donc, c'est un principe de validation des acquis de l'expérience aussi. Un lieutenant ou un premier lieutenant, il va gérer une section. Il y a des compétences managériales. Un fourrier, il va avoir des compétences en logistique, en organisation, etc. Donc, tout ça, il faut le valoriser. Okay. Et donc, valoriser, c'est donner de la valeur. Ouais. C'est ça notre boulot. Nous, notre boulot, il est à un moment de dire, on prend un jeune, une pierre brute quelque part, et au fur et à mesure, et on le voit sur 3 années, c'est fabuleux. On a 23% d'étudiants qui créent leur boîte en fin de 3e année. C'est énorme. Okay. Un quart d'étudiants qui créent leur boîte. Ah, c'est fou. Ouais. Et à un moment, ils se disent, tiens, j'ai une idée. Là, on a un jeune à Nyon, il monte un restaurant, le premier restaurant avec culture albanaise. Ok. Il le monte avec un vrai business plan. Ouais. Et là, je sais qu'il va venir. Alors, je dévoile peut-être un peu les choses, mais je le suppute parce qu'il m'a demandé des choses un peu spéciales. Si vous voulez venir, du reste, c'est le 14 octobre. Ok. Il m'a demandé un plateau avec un chariot. Je sais qu'il va nous amener de la nourriture et on va goûter. La dernière fois, à Fribourg, tiens, justement, chez toi, on a un jeune qui a monté un restaurant congolais. Okay. Qui est marié à une Suisse allemande. Enfin, en plus, c'est marrant parce qu'on crée des mélanges, on crée c'est comme les compétences, on crée des alchimies qui fonctionnent. Bon, je pense aussi que, et ça c'est l'avantage des business schools, c'est qu'on est là tous pour la même chose. Enfin, on est ensemble, une communauté
qui sont là pour évoluer, pour partager des idées. Et je pense que c'est une force de ces business schools, c'est de réseauter entre personnes qui sont motivées à créer quelque chose par la suite. Oui. Mais moi, je leur dis souvent en cours, hein, vous allez avoir en cours vos prochains peut-être partenaires de vie. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Ça fait partie du jeu. Ouais. Après, on s'est mariés, on s'est rencontrés en MBA. Vous allez certainement avoir vos futurs concurrents, vos futurs partenaires, vos futurs fournisseurs. Ouais. Et en fait, c'est ça. Il faut comprendre que la vie, elle est comme ça. Elle se construit petit à petit et ça commence bien plus tôt. Moi, si j'avais un choix à faire, je redeviendrais prof en maternelle. Ah ouais? Et oui, mais parce qu'en fait, c'est là qu'on a les plus gros taux de créativité. Ouais, c'est vrai. Et après, on est complètement écrasé par un carcan social qui nous dit bah non, il ne faut plus penser comme ça, il ne faut plus faire ci, il faut réfléchir comme ça, etc. Ouais. Et moralité, c'est dommage, parce qu'en fait, il y a des taux de créativité en maternelle qui sont phénoménaux par rapport même à des gens qui sont dans les plus prestigieuses business schools. Ouais. Et donc, il faut garder ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles, justement, eh bien, on crée des passerelles, Equimil, dont je parlais, hein, équivalence militaire tout à l'heure, mais aussi d'autres choses. On utilise le PBL, le Problem Based Learning. C'est-à-dire qu'on part toujours d'un problème en étant orienté solution, et on va aller chercher les éléments en droit, en RH, parce qu'on décloisonne tout, hein, en marketing, etc., pour pouvoir trouver une solution idoine qui va répondre à une problématique. Ça veut dire qu'un cours d'une année sur l'autre ne sera jamais le même, les évaluations ne seront jamais les mêmes, et surtout les solutions ne seront jamais les mêmes. Parce que le monde change, parce que les individus sont différents, les clients vont changer, et en fonction de ça, eh bien, c'est justement cette agilité face aux mutations sociétales, eh bien, qu'on essaie de mettre en œuvre. Et c'est un travail qui est difficile. On a de plus en plus de jeunes qui sont des slashers. Ces slashers, c'est des étudiants qui vont avoir un job alimentaire et après un engagement sociétal fort, parce qu'on pense que les jeunes générations ne s'engagent pas. C'est une hérésie de dire des choses comme ça. Elles s'engagent énormément, mais beaucoup plus localement, sur des ONG, sur des entreprises à mission, des choses comme ça. Et nous, notre rôle, c'est d'arriver à coordonner tout ça. Et surtout, ça nous permet de ne pas vieillir. Ça, c'est quand même quelque chose qui est fabuleux, quoi. Ouais, c'est clair. Tu parlais de maternelle avant. Moi, c'est un sujet qui revient assez souvent avec ma compagne. On n'a pas encore d'enfants, mais on se pose la question de comment on veut éduquer nos enfants. Et l'école, pour moi, est un souci, dans le sens où c'est tellement cloisonné. Et pour moi, l'échec, je le prends d'une manière à ce que ça m'apprenne pour la suite. Et aujourd'hui, à l'école, l'échec, c'est pas bien, recommence, ou tu as fait une erreur, tu copies 20 fois la phrase, ou tu as fait une erreur. Je trouve ça complètement débile. On pense même à se dire qu'on part au Canada, où là-bas, c'est une ouverture d'esprit complètement différente, où l'ouverture d'esprit, elle est plutôt sur le succès, sur t'as fait une erreur, mais comment tu pourrais trouver une solution différemment. Il y a un équilibre de vie qui est directement mis en place, alors qu'en Suisse, autant l'apprentissage, j'adore ça, autant l'école, je l'ai très mal vécu, dans le sens où tout est cloisonné. Comment on ne va pas révolutionner l'école aujourd'hui, mais si vous aviez une idée à donner, qu'est-ce que ce serait pour vous? Monte ton école. Ok. Non, mais monte ton école. Pourquoi on a monté cette école? On a monté cette école parce qu'on a fait une école dans laquelle on aurait voulu étudier. Rosine, elle a goûté à l'université dans des études de médecine. Donc c'est, à mon avis, le truc le plus traumatisant qui puisse exister. Enfin, quand tu regardes ce qu'ils apprennent, c'est monstrueux que ça. Moi, j'ai fait des études en business school avec très tôt du relationnel à avoir, des postures, des comportements, etc. Et après, à l'université. Et en fait, on est allé... Et puis, moi, j'ai commencé mes études. Mon père était toujours en déplacement à l'étranger. Donc, j'ai commencé en Pologne, je suis allé un peu au Liban, en Afrique, etc., en Allemagne. Donc, tu vois, tu vas choper un petit peu partout des éléments. Et on a essayé... Et puis, en plus, on a des enfants, en fait, qui sont un peu hyperactifs. Ok. Bon... ils sont un peu hyperactifs, comme beaucoup d'enfants, comme du reste. Quand on me dit qu'il y a beaucoup de haut potentiel, j'y crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, tu l'as très bien dit, on a une école qui n'est absolument plus adaptée au monde dans lequel on vit. Ça, c'est... Alors, je vais me faire des ennemis en disant ça, bien évidemment, mais je veux dire, on en a déjà. Puis vous savez, on voit la grandeur d'une personne au nombre de ses ennemis. Hein. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est pas d'aller critiquer tel ou tel système d'éducation. C'est de dire, il faut proposer un système peut-être, je ne veux pas dire alternatif, parce que pour moi, il n'est pas alternatif. L'éducation ne devrait pas être un monopole quelque part. Non, c'est ça. C'est ça qui me pose un souci. C'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai le droit en tant que citoyen
d'estimer que ma méthode fonctionne à partir du moment où je ne vais pas dans des dérives sectaires, où je ne vais pas pousser hors la loi des étudiants, etc. Mais j'ai le droit d'avoir mon schéma de pensée. Je veux dire, à l'époque de la Grèce antique, à l'époque de Platon, de Socrate, etc., chacun avait des courants de pensée. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, ce sont des courants de pensée. On a une pensée unique, tu l'as très bien dit tout à l'heure, où on va demander d'apprendre par cœur, de réingurgiter des éléments. Moralité, qu'est-ce qui se passe ? Et ça, c'est le problème de notre système éducatif, j'allais dire occidental aujourd'hui. C'est quoi ? C'est qu'à la même question, on va avoir 10 fois la même réponse. Ouais, c'est ça le problème. Donc, en fait, globalement, où est l'innovation là-dedans ? Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de chefs d'entreprise ne vont pas dans les systèmes éducatifs, parce qu'ils y perdraient du temps. Ouais. Et vraiment, il y aurait une chape de plomb qui les empêcherait d'aller sortir de tout ça. Mais monte ton école, ou participe à des projets éducatifs comme le nôtre, un peu innovants. Je pense qu'on est innovant. Et du reste, on le voit très bien, parce que nos étudiants qui rentrent en première année et qui sortent en troisième, on les suit vraiment avec beaucoup de proximité, mais ils grandissent, ils créent des boîtes, on les voit, on les voit évoluer, s'épanouir. Et je trouve, et du reste, c'est les parents qui nous le disent, attends, ils ont vraiment changé. Et je pense vraiment que l'école doit être un espace de transformation. C'est un rite de passage, l'école. Ouais. Et le jour où on en sort, on doit sortir armé, parce que la concurrence, elle est rude dehors. Et on n'apprend pas la guerre que dans des bouquins. Ouais. Il faut la vivre un petit peu. Ouais. Mais ça, il la vit du coup à travers votre école, en ayant finalement cette dualité. Bien sûr. De se dire, voilà comment ça se passe sur le terrain. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Non, puis ils la vivent également, alors effectivement à travers la dualité, parce que ça leur montre la réalité de la vie professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'effectivement, des étudiants qui vont sortir sans jamais avoir mis les pieds en entreprise, il y a un gap énorme. Ouais. On leur a appris, super, dans un livre, très bien. Ils arrivent en entreprise, on dit, tiens, c'est bizarre, c'est pas ce qu'on m'a dit quand j'étais sur les bancs de la fac, ça se passe pas tout à fait comme ça. Non, parce que la vie, c'est pas un monde de bisounours, c'est pas si simple, c'est pas un long fleuve tranquille. Et effectivement, il faut savoir faire face à des imprévus. Et des imprévus, quand on est chef d'entreprise ou même responsable, manager dans une entreprise, il y en a tous les jours. Ouais. On se lève pas le matin en se disant, voilà, ma journée va être comme ça. Maintenant, souvent, on se couche le soir en se disant, non, elle n'a pas du tout été ce à quoi j'attendais. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi, je pense, dans la façon d'apprendre, dans la méthode pédagogique, le fait que souvent, quand on recrute nos étudiants, quand ils viennent en entretien d'admission, je leur précise bien qu'il ne va pas falloir qu'ils s'attendent à venir. Comme tu le disais tout à l'heure si bien, dans un amphi avec 300 personnes, tu viens t'asseoir. Excuse-moi l'expression, mais tu vas poser tes fesses sur ta chaise en arrivant. Tu vas attendre que que le prof déroule son cours, puis tu te lèves et tu repars. Non, chez nous, il y a un peu d'autonomie, il y a aussi un peu de travail, parce que finalement, tu n'apprends jamais mieux que ce que tu es allé chercher par toi-même. Que ce qu'on est là à venir te déverser. Oui, tu écoutes, mais tu vas retenir 5% peut-être, 10% au mieux. Mais au moins, si tu allais réfléchir sur une question, eh bien, tu t'es posé des questions. Voilà, tu vas t'interroger, tu vas aller chercher. Ouais. Et c'est ça qui est important. Et effectivement, ce qu'on dit à nos étudiants, c'est que vous allez aller chercher, mais en plus, on ne s'attend pas à une réponse. Il va y avoir votre réponse. Ouais. Et à chaque problématique, il y a une réponse. Si on a autour de cette table, on amène une problématique, on va tous avoir un avis, on va tous avoir une réponse. L'important, à la rigueur, j'allais dire, c'est pas la réponse, c'est pourquoi je suis arrivée à ça. Ouais. Et est-ce que demain, je suis à l'aise avec cette décision? Si je dois prendre une décision, est-ce que je suis à l'aise avec la décision que je vais prendre? Et ça, je ne pourrais l'être que si j'ai analysé le problème dans sa globalité. Ouais. C'est exactement ça, le problème que j'ai rencontré moi à l'école, c'est que, et dans mon agence ça fonctionne comme ça, mes collaborateurs travaillent de manière complètement digitale. Je m'en fiche de ce qu'ils font. Fais attention à ce que tu dis, ils t'entendent quand même. Hein. La journée. J'ai aucun problème avec ça. Je m'en fiche de ce qu'ils font la journée. Ils peuvent être à Bali, à Rome, où ils veulent. Moi, je leur donne un point d'arrivée et une heure d'arrivée. S'ils passent par 3 chemins différents, ils font un détour, peu importe. Tant que tu arrives à destination à l'heure. Et ça, c'est peu compréhensible, même pour certains directeurs ou entrepreneurs que je vois, parce que la plupart du temps, ces gens-là, ils ont leur pensée
et ils sont obligés on doit passer par leur chemin. Et si on passe pas par leur chemin, c'est gênant pour eux et ça freine toute la boîte. Nous, on a des projets qui ne sont pas lancés parce que j'ai un entrepreneur qui est totalement bloqué sur le fait que ses employés fassent différemment. Et je pense à la business school, on l'apprend, en tout cas dans cette mentalité-là. Si vous acceptez plusieurs types de réponses, bah, c'est exactement ça, en fait, la clé. Mais Mathéo, en fonction de ton âge, en fonction de ton origine, en fonction de ton éducation, etc., tu vas avoir des points de vue complètement différents. Moi, il y a un autre point sur lequel je voulais intervenir qui est important. C'est aussi par rapport à cette dualité dont Roselyne vient de parler. C'est que la première question, la question qui tue dans un entretien, c'est est-ce que vous avez de l'expérience ? Ouais. Donc, tu sors d'un bachelor ou d'un master sans avoir mis les pieds dans l'entreprise, tu ne peux pas avoir d'expérience. Et le chef d'entreprise, il me dit, oui, mais moi, je recrute quelqu'un qui est diplômé, mais qui doit avoir de l'expérience. Comment Il faut être schizophrène. Donc, ou alors, il y a une solution, c'est la dualité. Autre point, c'est que ça repose sur les soft skills. Tout le monde en parle, soft skills, mais qui en fait vraiment ? Nous, on emmène tous les étudiants à l'opéra. Enfin, ils sont au Grand Théâtre. Ils ont un abonnement au Grand Théâtre de Genève parce qu'on veut qu'ils développent une compétence sur l'esthétique, sur le sensible. On travaille énormément aussi. Tous les 15 jours, il y a un cours de judo jiu-jitsu qui est imposé, avec tout le travail sur les valeurs du judo derrière et du jiu-jitsu, du bushido, etc. Parce que ça leur donne aussi la possibilité de se recroiser d'une manière complètement différente. Et puis, on travaille sur pas mal de choses comme la lutte contre les addictions. On les sensibilise aussi à tout ce qui va être la nutrition, etc. Parce qu'en fait, c'est nécessaire aujourd'hui de réfléchir aussi. On écoute les parents. Quand les parents nous disent on veut le mettre chez vous parce qu'on sait qu'il va être suivi. Alors, ce n'est pas une déresponsabilisation des parents. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui sont dépassés. Du reste, moi, j'avais pensé à faire une école des parents. Et je pense qu'on ferait un carton avec ça. On irait peut-être nous aussi. Ça ne nous ferait pas de mal. Mais toi, non, parce que tu ne veux pas d'enfant encore. Pas encore. Pas encore, j'ai dit encore. Donc, tu auras ton diplôme de parent et tu pourras avoir un enfant. Alors, trêve de plaisanterie, je pense qu'aujourd'hui, on a différentes... on a une société qui se fracture un petit peu, je trouve. Et la fracture numérique, elle y est pour beaucoup. Je pense que les parents... c'est-à-dire les gens qui ont notre âge, avec les jeunes qu'on a, sont à des années-lumière d'imaginer véritablement ce qui se passe sur la partie immergée de l'iceberg. C'est phénoménal. Et ils pensent tous que leurs enfants, etc., alors qu'en fait, il y a un gros travail dessous de réseaux, de fake news, etc. Nous, on travaille énormément sur la rumeur. On les fait travailler, on les fait douter. Est-ce que cette information elle est bonne ? On les fait trianguler. Et du reste, ce qui est fabuleux, c'est que les étudiants qui reviennent à l'école nous disent « Ah, on comprend pourquoi vous nous demandiez de prendre des notes. On comprend pourquoi vous nous demandiez de trianguler les données. » Et les troisième années, quand ils disent « Monsieur, on triangule. » Et en fait, on essaye d'avoir un champ lexical, on l'a dit tout à l'heure, qui soit celui d'un chef d'entreprise qui mesure le risque, mais qui sait le prendre. Parce que prendre un risque quand il est mesuré et quand on sait ce qu'on risque en face, c'est quelque chose qui est complètement différent parce que ça amène quoi ? L'engagement et la confiance. Et in fine, quelque chose qu'on a complètement tué avec tous nos principes de précaution, etc., c'est le courage. En fait, on dit que les jeunes générations ne sont pas courageuses. On les éduque dans une culture du risque zéro. C'est ça. Donc, s'il y a un moindre risque, maintenant, on va voir le médecin, même avant qu'il y ait le risque, au cas où. Mais nous, on en rit, mais c'est dramatique dans une entreprise. C'est dramatique même pour les jeunes. C'est-à-dire que ne plus se risquer, c'est ne plus se mettre en gage, c'est ne plus s'engager. Et ça, ce sont, à mon avis, des vrais enjeux. Et c'est pour ça qu'on leur fait faire du sport, on les éduque là-dessus, parce que en fait, ça leur permet un peu d'aller se dépasser. Ils ont un coach qui est un préparateur mental dès la première année. Parce que ça, c'est nécessaire. Leur redonner confiance. En fait, en permanence, je trouve qu'il y a un discours des plus vieux vis-à-vis des plus jeunes qui est exécrable pour moi. Et du coup, comment vous leur redonnez finalement ce goût au risque ? Parce que vos élèves arrivent à entre 18 et 30 ans, j'imagine. Ils sortent d'une école obligatoire où ils ont été stigmatisés, carrés, on bouge, on se fait sortir des cours. Comment on leur redonne finalement ce goût du risque à travers des cours ou à travers des activités Je ne sais pas si on leur redonne le goût du risque. En tout cas, pour revenir à ce qui a été dit avant, je pense qu'on leur redonne le choix de la décision surtout. Et c'est de se dire, à un moment donné, voilà,
parce que finalement, quand tu les fais travailler sur quelque chose et tu leur dis pas, il y a pas une réponse. Ouais. Il y a votre réponse. Ils sont obligés de s'engager sur cette réponse. C'est Ouais, leur je propre comprends. choix. Ouais. Donc c'est peut-être là un début de justement, je me risque à dire ce que je pense ou est-ce que je pense être la bonne solution finalement. Donc c'est peut-être ça le début Oui, d'être audacieux. d'être un L'audace, d'oser. minimum Ouais. audacieux. Nous on leur dit toujours, alors plutôt Richard leur dit toujours, enfin ou un des credos, c'est ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ah, c'est pas mal ça. Ok. En management, hein, qu'on soit Ouais. d'accord, hein. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Dans les règles, encore une fois, on est d'accord, hein, pas hors la loi. Non. Bien sûr. Non, mais dans l'école, parce que souvent, quand vous leur mettez, vous leur demandez un devoir, quelque chose, vous donnez un certain nombre de consignes. Puis, est-ce qu'on peut faire un film? Est-ce qu'il faut faire une présentation? Est-ce que ceci? Mais c'est ça, c'est est-ce que. C'est Le fou est-ce quand que. même. Mais Ce il y a est-ce que. toujours. Mais oui, parce que justement, jusque-là, comme ce que tu as dit avant, et comme ce que tu crains finalement pour tes enfants, Ouais. c'est que quelque part, on les a toujours habitués à... En fait, tu vais te donner quelque chose, mais alors tu dois écrire en noir, et puis les titres en bleu, et puis souligner en vert, et puis ceci, me faire une marge de temps, et alors écris les titres dans tel caractère. Qu'est-ce que ça change? Enfin, je veux dire, quelque part... Qu'est-ce que ça change que ce soit écrit en bleu, alors, voilà, je veux dire, ok, pour la lecture peut-être, mais au final, donc ils sont toujours habitués à ça. Donc, quelque part, quand tu enlèves c'est pas ce cadre, parce que ce cadre, ils l'ont, mais c'est, on va dire, ces consignes, quelque part, qui, pour moi, sont juste des consignes, voilà, c'est pas du cadre, hein, attention. Mais c'est voilà. Et ben, c'est là où ils commencent à être perdus. Et d'ailleurs, on leur dit souvent, quand ils vont rentrer, moi je leur dis, vous savez, voilà, parce qu'on a beau dire, on leur explique, on fait comme ça, que ça va se passer comme ça en cours, que ça va être beaucoup moins directif que ce à quoi ils ont été habitués. Ils me disent, ah super, c'est comme ça que je veux faire, c'est comme ça que je veux faire. Mais généralement, les 2-3 premiers mois, voire 4 mois... Ils reviennent dans le... Mais des fois, ils sont perdus, puis ils ne savent pas où on veut les emmener. Et c'est là que je leur dis, écoutez, alors nous, on a un bachelor qu'on a monté en quarter, donc je leur dis, un bachelor, il fait 12 quarters. On est à peine à la fin du premier. Laissez-moi au moins le temps des 12, parce que quelque part, ce programme, il est monté dans une entièreté. Et je ne peux pas vous apprendre en un quarter ce qu'on doit avoir prévu. Mais il faut tout de suite, pendant ce premier quarter, qu'on ait tout abordé, qu'on sache tout, cette immédiateté dont on parlait tout à l'heure, et qui finalement est pesante, parce qu'il faut tout de suite, mais avec des consignes, parce que sinon on est un peu perdu, et donc il y a un peu cette ambiguïté, cette dichotomie, voire cette schizophrénie, des fois, tout de suite, mais... Et donc, c'est là où il faut, de temps en temps, accompagner, justement, et puis leur dire, laissez-nous le temps, un petit peu. Laissez-nous le temps. Je reviens tout à l'heure sur l'ennui. Hier, nous parlions avec un de nos collaborateurs qui a une petite fille qui est en crèche. Et en fait, en crèche, à Genève, sa petite fille, elle a des ateliers du rien. C'est incroyable, ça. Ok. Et j'ai trouvé ça génial. Ah, c'est génial. Parce qu'aujourd'hui, justement, les jeunes... les enfants, les jeunes, même ceux qu'on a nous, ils ne savent plus s'ennuyer. Il ne faut pas avoir, bien sûr, il faut toujours s'occuper. Vous les voyez tout le temps, stimulés par quelque chose. Et bien là, à la crèche, ils ont des ateliers du rien. Donc, c'est-à-dire qu'on les met dans une pièce, ils ont quelques jouets quand même, parce que ça serait un petit peu glauque si on les mettait dans une pièce sans rien. Et après, ils les laissent interagir, voir, se lever, et voilà. Et oui, c'est bien. Ouais. On est un peu dépollué par ce monde extérieur qui, en permanence, vous amène des stimuli, mais il y en a tellement qu'on n'arrive plus à les gérer. Et c'est un peu comme la data, comme l'information. Et c'est ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est justement de faire le tri dans tout ça. Ok. Et d'essayer justement de gérer ce push permanent. C'est tout le temps. Puis de réintégrer des temporalités, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ce que tu dis, c'est l'immédiateté. On a un cursus sur 12 quarters. Chaque quarter est associé à une entreprise. L'entreprise passe quelque part une commande et tous les éléments de cours viennent se raccrocher à ce projet. Donc, il faut aussi du pragmatisme, de la vision. Mais ce que dit Roselyne,
est tout à fait vrai. C'est on a redéfini tout cela en quarter. Le master, le MBA, on l'a mis sous forme de capsules. C'est 12 capsules capitalisables. En fait, aujourd'hui, on est sur de l'accumulation. Ouais. Ce que je voulais dire tout à l'heure, et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Rosine, c'est qu'on passe d'une relation adulte-enfant, on essaie de nous les amener à la relation adulte-adulte. Ouais. Et je crois que l'école, quand tout à l'heure je disais un rite de passage, c'est un rite qui doit transformer. Quand on vient dans les études supérieures et quand on a son bachelor, qu'on reçoit son diplôme, etc., qu'on a son chapeau et qu'on va le jeter, tout ça, c'est une symbolique. En fait, on vit dans un monde de symboles. Il y a une forme de symbolisme. On doit se préparer à être adulte. Ouais. En fait, il y a des compagnies aériennes qui, entre l'adolescent et l'adulte, ont créé l'adolescent comme catégorie. Et nous, on les récupère comme ça en adolescents. Et le but, c'est de les rendre adultes. Ouais. Et quand je dis adultes, c'est comme je leur dis, rentrez-moi dedans. Allez-y. Ouais. Mais préparez l'argumentaire. Préparez l'argumentaire. Mais moi, je ne demande que ça, que les étudiants me rendent non, monsieur, vous n'avez pas raison pour telle chose, etc. Vous n'avez pas vérifié ça. S'il y a ça, ça veut dire qu'on a quelque part réussi la mission. Ouais. C'est intéressant aussi le qu'est-ce que là, ce fameux le droit de devoir demander quelque chose. Moi, j'ai eu une éducation, mes parents, quand je leur demandais quelque chose, ils m'ont jamais donné la réponse. Ils me disaient à ton avis. Et du coup, ça forçait ils se déchargeaient du coup parce que je posais beaucoup de questions, mais en même temps, ça a toujours forcé la curiosité de qu'est-ce qu'il y a après. Et finalement, j'ai l'impression qu'avec votre école, vous êtes en train de recréer ça, de les réapprendre à se poser des questions et de les réapprendre à prendre des décisions par eux-mêmes en se disant bah oui, ça j'ai le droit, j'ai pas besoin de demander la permission de. Mais la curiosité, quelque chose, quoi. Mathéo, tu as prononcé le mot-clé, c'est la curiosité. Ouais. Si tu n'es pas curieux, la chance va te passer sous le nez, c'est le cas de le dire. Si tu n'es pas attentif aux signaux faibles, si tu n'es pas attentif à ton environnement, à l'autre, je crois qu'il y a des choses très basiques comme je crois que pour tout à l'heure tu disais qu'est-ce que c'est qu'un bon prof, tu sais. Je pense que c'est un prof qui aime ses étudiants. Ouais, je pense aussi. Ouais. Non mais et c'est pas déviant ce que je dis. Il faut aimer l'autre. Je crois qu'il y a vraiment cette notion. Regarde, on est une génération. Vous êtes, toi, tu en fais partie. Une génération où vous avez 200 000 amis. Vous n'avez pas de copains, en fait. Ouais. Tes copains, si je te demande tu les comptes sur. Tu en as peut-être. Tu en as 3, tu vois. Et pourtant, tu as des amis, tu es hyper suivi, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec ces systèmes d'autoportraits, on a des égocentrismes exacerbés qui se révèlent, et des vraies névroses chez les jeunes. Justement, tu l'as très bien montré tout à l'heure, ton Natel, c'est un trou noir qui est phénoménal. Et du reste, il y a des écoles qui mettent des boîtes à Natel. Nous, on a mis des boîtes à Natel par moment, en disant maintenant, vous arrêtez avec les Natel. Je veux dire, il n'y a rien de plus désagréable qu'un étudiant. L'autre jour, je suis en cours, un étudiant me dit, je lui dis, mais vous faites quoi? Je vais chercher la réponse. Je dis, mais dans ces cas-là, venez pas en cours. Et j'ai dit le jour où on a un problème, avec l'électricité, les réseaux et tout, elle est où? C'est une des limites aussi de l'IA, etc. On est sur ces questions-là. Donc je pense qu'il faut garder quand même la réflexion. Il faut continuer à leur apprendre la structuration d'esprit et de pensée. Et après, ils l'adaptent en fonction de là où ils veulent aller, comment ils veulent y aller. Et nous, on est là pour les outiller. On les outille. Ça, c'est un sujet que je voulais aborder avec vous, justement, ce côté IA. ChatGPT est arrivé dans nos vies il y a environ 2 ans. Et en fait, c'est un peu le même principe que Google. On s'est rendu compte que c'est un outil qui est fabuleux, mais on ne s'est pas posé une question. C'est qu'en fait, il va tout nous donner si on lui pose la bonne question. Mais on n'est pas capable de créer la problématique pour qu'il nous donne la réponse qu'on attend. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, par la suite, peut poser un problème dans nos études ou bien Sûr. Alors, il y a 2 parties. Alors, il y a 2 choses sur lesquelles je suis... Alors, quand tu dis ChatGPT, on lui pose une question, il va nous répondre. Soit il va nous répondre. Et après, Alors, il va nous répondre. Le seul souci, c'est que ChatGPT va toujours répondre justement dans le sens que tu veux.
Et on ne sait pas lui poser la question. Ben non, mais le problème, c'est bien ça. C'est que aujourd'hui, alors nous à l'école, on part de ce principe. Aujourd'hui, ChatGPT, comme le reste, ça existe. Donc, faut pas vouloir fermer les yeux et dire, bah non, on ne veut pas de ChatGPT, on veut pas d'IA, on veut pas de ChatGPT. Ouais. Non, bien sûr que oui. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, dans toutes les entreprises, dans un bon nombre d'entreprises, on utilise l'IA. Oui. Pour les recrutements, pour de la date, enfin, Ouais, pour plein de choses. ouais. Donc, si nos étudiants sortant de business school ne savent pas appréhender l'IA, donc je ne peux pas leur interdire, je vais pas leur interdire l'IA. Sinon, dans 3 ans, quand ils vont sortir de l'école avec leur diplôme, mais ils seront complètement dépassés. Donc, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est leur apprendre à l'utiliser. Ouais. Justement, leur apprendre à poser des questions. Leur apprendre que ChatGPT, c'est pas la science infuse et que ça donne pas toujours la vraie réponse. Enfin, pas la vraie réponse, c'est même pas la vraie réponse. Ça donne des réponses fausses. Oui. Parce que la vraie réponse, comme je dis tout à l'heure, il y a pas. Mais si on pose, il ment. Il faut savoir que ChatGPT ment parce que de toute façon, il va toujours vouloir vous faire plaisir. Il ne sait pas dire non. Ouais. Il ne dit pas non. Donc, si vous le relancez en lui disant, là, je comprends pas vraiment, hop, il va réorienter, il va refaire. Ouais. Parce il sera allé chercher un certain nombre. Sauf que ce qui est important en business school, on leur dit attention, l'IA, ça n'est qu'un outil. Donc, vous ne pouvez pas poser une question et vous attendre à avoir la réponse. Sinon, on va tous avoir les mêmes réponses. Si vous avez déjà vu une copie, et quand même, les étudiants s'attendent de faire des copies par ChatGPT, c'est quand même encore assez identifiable. Même si maintenant, il y a un IA qui permet de remanier pour pas savoir qu'on a fait un IA. Bon. Après, il n'y a pas de faute d'orthographe. Donc déjà, on capte. Voilà, déjà. Il faut être malin, du coup, faut en laisser. Voilà, faut en laisser. Ça veut dire qu'il faut tout reprendre. Donc, oui, donc le but, c'est effectivement de leur apprendre à manier cette IA, de leur apprendre à faire dans ChatGPT un prompt, un vrai prompt, d'en créer plusieurs en fonction des situations. Là, ça devient un outil. Mais il faut leur apprendre que ça n'est qu'un outil. Sinon, on y perd son âme. Enfin, je veux dire, si demain, c'est ChatGPT qui répond à tout et qui fait tout, nous, êtres humains, on s'arrête là. Et puis, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On en revient à une pensée unique, finalement. Et on n'a aucun avantage par rapport aux autres. Parce que si tout le monde sait manier l'IA aussi bien que moi et que je ne garde pas un certain discernement, eh bien, je suis comme celui d'à côté. Où est ma valeur ajoutée ? Et au final, c'est ça. Ce qu'on dit à nos étudiants, c'est qu'il faut que vous ayez une valeur ajoutée. Il faut que vous ayez quelque chose de différent. Ouais, quelque chose d'unique. Quelque chose d'unique. Il faut qu'on vous prenne pour quelque chose d'unique, quelque part. Et il est où ce point unique chez vous ? Et c'est ça qu'il faut chercher. Et l'IA, hélas, et je l'utilise, on l'utilise, et je vais apprendre. Il y a des cours d'IA dans notre business school, dès la première année. Parce que c'est important. Mais justement, je veux qu'ils apprennent à s'en servir. Alors, avec modération, peut-être. Mais en tout cas, au moins avec intelligence. Et avec discernement, en gardant toujours à l'idée de ce qu'est l'IA, de la façon... Parce qu'aujourd'hui, on parle d'une IA. GPT, c'est pas encore une intelligence artificielle. Même si ça apprend, ça auto-apprend, ça reste encore... voilà. Mais peut-être que dans 5 ans ou 10 ans, on aura encore passé une étape. Quand on voit effectivement, comme tu le disais, qu'il y a 2 ans, ça n'existait pas, et où on en est aujourd'hui, on peut être amené à penser que dans 5 ans, c'est même des choses qu'on n'a même pas encore, nous, êtres humains, peut-être imaginées. Ouais, totalement, ouais. Donc, en fait, l'intérêt, c'est ça. En fait, la problématique... je vais partir sur un autre sujet, mais la problématique en business school, c'est finalement de préparer nos étudiants à un avenir qu'on ne connaît pas. Ok, ouais. Aujourd'hui, ce que je leur dis... Ou alors elle crée cet avenir. Voilà, je ne peux pas former à un métier. Je forme à saisir des opportunités, je forme à être curieux, je forme à savoir se comporter, je forme à savoir prendre des risques, je forme à savoir analyser. Mais en soi, aujourd'hui, si vous prenez des métiers, par exemple le métier du trading, des métiers, je sais pas, des notaires et autres, mais ça évolue, c'est plus du tout le même. Ouais, et l'IA commence. Vous voyez que l'IA, même les avocats, l'IA peut commencer à plaider et à juger. Ouais.
Donc, imaginez, dans 5 ans, le métier d'avocat va complètement évoluer. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as utilisé le mot évoluer et pas disparaître. Il y a plein de gens, par exemple, dans la finance, où on veut sortir l'émotion et on y ajoute l'IA pour savoir à quel moment, d'un point de vue technique ou graphique. Mais on n'a pas du tout l'aspect émotionnel qui peut arriver. Et c'est ce problème-là qui rentre en jeu. C'est que le métier ne va pas disparaître, mais il va complètement évoluer. Et l'approche qu'on doit arriver doit évoluer avec. Et là, je pense qu'on est un souci de génération. C'est qu'on a des personnes qui sont au bord de la retraite, qui ne veulent pas du tout se mêler à ça. Et on a des jeunes qui arrivent et qui sont armés par rapport à l'IA. Et on a un choc de génération. Alors moi, je ne dirais pas armés. Ils sont baignés par l'IA. Je ne suis pas sûre qu'ils soient armés. C'est vrai. Pas armés parce que peut-être justement, et c'est là tout le souci, c'est, je dirais, comme tu le dis, tu as les gens de notre génération. Nous, on a la chance justement d'évoluer avec des jeunes, de justement manier l'IA. Mais peut-être qu'on a un certain recul qui nous permet de nous dire, voilà. Est-ce que le jeune aujourd'hui qui est né avec, c'est quelque part, ça fait partie de son monde, c'est une vérité. Donc, comment justement ils arrivent à vivre avec et tout en gardant leur intégrité. Tu penses qu'il y aura une dépendance ou une forme de dépendance à ça? Non, mais il y a déjà une dépendance. Mais comme toi, tu es dépendant de Google avec ta génération. C'est la première chose que tu as nommé tout à l'heure. Tu as dit c'est comme Google. Pour toi, c'est Google. Nous, il ne faut pas oublier qu'à nos âges, on a connu un monde sans Internet. Et c'est pour ça qu'on est libre du reste. Parce que l'arrivée de Facebook et compagnie, nous, on a une vie avant Facebook. Aujourd'hui, Facebook, c'est plus du tout d'actualité. Mais regarde, je serais intéressé de voir le nombre de flux d'octets, de mégas, octets qu'il y a sur Insta, sur Snap, sur TikTok et compagnie. C'est un truc de malade. Je crois que chaque génération, et c'est pour ça qu'il faut que je ne sais pas si les anciens de mon âge écoutent les podcasts qu'on fait, mais il faut qu'ils comprennent que ce monde n'est plus le nôtre. Moi, j'ai bien compris qu'aujourd'hui, ce monde n'était plus le mien. J'y suis, d'accord. On peut apporter encore quelque chose, mais l'avenir, c'est ta génération, et c'est même ceux qui sont encore derrière. Donc, quand on est conscient de ça, on est conscient qu'il y a un moment, il faut partir, mais il faut au moins laisser quelque chose. Et je pense que nous, ce qu'on arrivera à laisser, c'est de toujours avoir peut-être... Tu vois, tu as dit une chose très juste. C'est pas disparaître, c'est évoluer. Nous, on a un directeur artistique à l'école. Je peux te dire une chose, c'est qu'une image faite par lui ou par l'IA, c'est pas du tout la même chose. Tu n'as pas le même ressenti. T'as pas la même... Même si on peut retoucher des images, c'est autre chose. Derrière, il y a une part de créativité que pour l'instant, on n'a pas avec l'IA. On a quand même débranché 2 IA qui étaient en train de communiquer ensemble dans un langage qu'on était incapable de maîtriser. Donc, à mon sens, il y aura un problème d'éthique qui va se poser à un moment. Et du reste, l'éthique, nous, on est très sensible aussi à ces questions. On a le label Bicorp. On est une des rares écoles à avoir un label Bicorp. Et on s'est battu pour l'avoir parce qu'on estime qu'aujourd'hui, tout ça, tous ces critères sont des critères qui, en termes de marque employeur, par exemple, on parle beaucoup de marque employeur, eh bien, c'est ce qui rassure aussi des jeunes, de savoir qu'on est dans des boîtes qui vont prôner la transparence, qui est un petit peu d'équité, du respect, du bien-être, etc. Sans oublier une chose, c'est le travail. Je cite toujours mon directeur de thèse qui nous disait que le mot réussite, il n'y a que dans le dictionnaire qu'il arrive avant le mot travail, parce qu'il faut travailler. Et alors maintenant, on peut travailler différemment, c'est vrai. Alors l'IA peut nous aider. L'autre jour, je faisais un cours, justement, pour les doctorants sur l'utilisation de l'IA dans la recherche. Moi, je dirige une revue. La revue, quand j'ai tapé le nom de la revue, elle était née il y a pratiquement 1 siècle et demi, avec des personnages complètement inconnus. Sur 10 informations, 8 étaient fausses. Donc, si on n'a pas, Rosine l'a dit tout à l'heure, parce que c'est le discernement. Le recul nécessaire. Le recul, le discernement, la triangulation. Je dirais, c'est un des colloques que l'on fait au mois de décembre sur le discernement. Et parce qu'en fait, aujourd'hui, on a une vraie question de confusion. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Il n'y a jamais eu autant de fake news. Regarde les élections, les Russes jouent dessus, les Israéliens là-dessus, les Ukrainiens. Enfin, en fait, aujourd'hui, on a
une géopolitique instable aussi parce qu'il y a cette communication massive de fake news qui fait qu'en permanence, la guerre de l'information, elle n'a jamais autant fait rage qu'aujourd'hui. Ouais. Et ça, on doit vraiment les préparer. Nous, souvent, je leur dis, il faut transformer ce qu'on appelle l'épistémé en métis. L'épistémé, c'est la donnée brute. La métis, c'est la ruse. Mais la ruse au sens, comment j'en crée une valeur ajoutée. C'est ce que disait tout à l'heure Roselyne. Quelle est, moi, la valeur ajoutée que j'apporte à la cité? Ouais. C'est ça notre objet. C'est ça, l'IA, en tout cas moi je l'utilise comme ça, c'est que ça va me permettre de gagner du temps dans des calculs ou dans des choses, par exemple de l'analyse de data, ça me permet de sortir les chiffres clés. Oui, mais tu as quel âge? Mais après, l'interprétation que je vais en faire de ces chiffres clés, C'est toi. c'est moi, Oui, mais quel âge as-tu? 24 ans. Voilà. Parle-en à un gamin de 12 ans qui naît avec l'IA. C'est-à-dire que l'IA est une composante de son environnement proche. Ça change complètement la vie. Ouais. C'est ça qu'il faut arriver à voir. Et vraiment, je pense qu'on va aller sur une hybridation. Alors, on n'est pas là pour faire un débat philosophique non plus, ni une conf, mais je pense que l'hybridation homme-machine, elle va être... On a aujourd'hui, dans les forces, il y a des soldats augmentés, il y a des choses sur des vraies opérations chirurgicales, hein, sur des lentilles. Exactement. Aux États-Unis, Donc, je veux dire, on y est. On va y aller vers l'hybridation. Mais maintenant, à quel moment ça arrête d'être un homme ou un humain? C'est la vraie question. Et le jour où on n'a plus ça, qu'est-ce qu'on redevient? Mais justement, cette faculté de prendre du recul avec ces jeunes-là qui ont baigné là-dedans, ils ont 12 ans aujourd'hui, dans 6 ans ou dans 10 ans, ils arrivent dans la business school. Alors, ça aura bien évolué, mais finalement, ils n'ont pas du tout cette connaissance de cette appétence au risque qu'on parlait tout à l'heure, cette curiosité d'aller chercher l'information, parce que toute leur vie, on leur a dit de taper sur un ordinateur et ils auront une réponse déjà prédéfinie. Vous, on prépare finalement l'avenir qu'on ne connaît pas, ce que tu m'as dit tout à l'heure. Comment on pourrait les préparer à ça finalement? À cette stigmatisation de taper sur un ordinateur et d'avoir une réponse instantanée sans avoir cette curiosité d'aller chercher l'information. En développant la curiosité, je pense, tout simplement. En les amenant dans des boîtes qui rencontrent d'autres personnes, qui voient d'autres pratiques. Là, avant le Covid, on avait organisé un voyage en Chine. On a les étudiants du Congo, les étudiants de Genève qui se sont retrouvés en Chine. C'est quand même fabuleux. Ah, c'est fou ça. Oui, c'est fou. Et en fait, là, on a 3 cultures, africaines, européennes, entre guillemets, et chinoises. Donc, on a 3 civilisations qui viennent, qui se confrontent, qui par moments, sur les temporalités, etc., ça peut faire des étincelles quand même. Hein. Et on se rend compte qu'on arrive à tous vivre ensemble. Mais pourquoi? Parce qu'on arrive à découvrir ce qu'est l'autre. Ouais. Et quand je découvre qui est l'autre, je me découvre moi-même aussi. Parce que sans l'autre, je n'existe pas. Ouais. Si je suis tout seul, j'ai aucun intérêt. L'altruisme, c'est ça, la vertu de l'altruisme, c'est d'arriver, quand on dit connais-toi toi-même et tu connaîtras tes dieux et le reste de l'univers, c'est pas je passe en premier, c'est quand je me connais moi-même, je sais où me positionner. Et quand je prends la peine de découvrir qui tu es, d'où tu viens, quelles sont tes études, etc., je vais pouvoir me faire une idée de ce que tu es, sans tomber dans le préjugé, d'accord ? Et après me dire, je vais peut-être utiliser ce discours, je vais utiliser ce langage, je vais avoir cette attitude, etc. Si je vais voir un Chinois, je vais lui donner ma carte de visite complètement différemment que si je le fais à l'américaine. Il y a des pays où je vais serrer la main droite, où je vais pas manger avec la main gauche ou pas boire avec la main gauche, parce que dans leurs us et coutumes, il en est ainsi. Donc, en fait, le maître mot de tout cela, c'est la culture générale. Ouais. Et nous, on a des cours de culture générale qui sont liés à de l'anthropologie, qui vont être liés à de la géopolitique. Parce que si on ne comprend pas comment la guerre de 39-45 a été déclarée, on ne comprend pas, on n'a pas la clé de lecture pour la situation actuelle. Ouais. Et c'est assez flagrant de voir qu'en fait, on est passé dans des modes d'apprentissage où on oublie la culture. Mais la culture, elle est essentielle. Mais est-ce que du coup, tu ne crois pas que ça... Et toi aussi, ça creuse finalement une inégalité entre les personnes qui vont être curieux et qui vont avoir une culture générale de manière globale et les personnes qui s'intéressent en rien. Et il y a une inégalité qui est déjà forte aujourd'hui, mais qui va creuser au fil des années. Complètement. Okay. Ah, mais complètement. Ouais. Tu as complètement raison. Aujourd'hui, il y a déjà une inégalité. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il y a
Alors, à cette époque, je ne peux pas te répondre. Tu m'as posé la question pour dans 10 ans. J'allais te répondre, je ne sais pas. Ça sera à nous de nous adapter en fonction de justement comment les jeunes générations vont appréhender et comment ça va se développer. C'est pour ça que je ne suis même pas capable aujourd'hui, encore une fois, de t'apporter une réponse à ta question précédente. Mais par contre, le problème de l'inégalité, mais bien sûr qu'il existe. Bien évidemment. Et aujourd'hui, il a toujours existé. Mais peut-être qu'il est plus flagrant aujourd'hui parce que... mais cette séparation, tu sais, elle a existé depuis la nuit des temps. Tu avais les chevaliers, tu avais les vassaux, enfin voilà, si tu remontes dans le temps, tu as toujours eu, tu avais la cour du roi, tu avais ceux qui étaient à la cour, ceux qui n'y étaient pas. Enfin voilà, donc tu avais toujours ceux qui avaient accès à quelque chose. Ouais. Et aujourd'hui, on va dire, oui, c'est peut-être ceux qui ont accès à la connaissance et ceux qui vont être curieux. Mais justement, cette connaissance aujourd'hui, elle est accessible. Oui, mais je pense que la donnée est accessible. Après, l'envie d'aller chercher, c'est autre chose. Et puis ce que tu es capable d'en faire. Oui. C'est qu'une donnée, si tu la sors de son contexte, si tu n'es pas capable de la recontextualiser et de la transformer en ruse dont je parlais tout à l'heure, elle ne vaut rien, ta donnée. Ouais. Si tu ne qualifies pas une donnée, elle n'a aucune valeur. Tu vois, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Pareto disait qu'il y a 10% de l'élite qui gère 90% de la masse. Ça a toujours été ça. De toute manière, la vie, le monde a toujours fonctionné de cette manière-là. Moi, j'ose espérer, peut-être que l'IA, peut-être que tous ces systèmes vont permettre aussi aux 90% qui restent de s'élever. Le seul problème, c'est que pour t'élever, il faut quelqu'un qui te tire quand même au départ. C'est ça la vraie question. C'est qui, dès la maternelle jusqu'à après, donne l'envie de sortir de ce cadre, donne envie de se dépasser. Je discutais l'autre jour avec une personne qui me dit oui, de toute façon, c'est vite vu. Si on va voir un conseiller d'orientation, il va nous orienter que vers ça. Mais le conseiller d'orientation, il n'a jamais mis les pieds en entreprise. Non, mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est orienté par des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans l'entreprise. Combien il y a de profs qui donnent des cours de marketing qui n'ont jamais fait de marketing dans l'entreprise, de finance qui ne connaissent pas les réalités des rapports humains dans l'entreprise et qui, quand vous allez parler à un RH, vous allez dire à un RH, moi, il faut faire des coupes budgétaires dans la formation. Le RH, il va dire, oui, mais la formation, c'est pas un centre de coûts, c'est un centre d'investissement parce que dans 30 ans ou dans 10 ans ou dans 5 ans, on aura cette compétence, on sera donc en position de leadership, de leader sur le marché. Et si on ne comprend pas tout ça, si on ne l'a pas vécu en entreprise, tu l'as très bien dit tout à l'heure, le cloisonnement. En fait, l'homme, il aime être cloisonné, il aime mettre dans des cases. Parce que toi, tu es comme ça, de telle chose, tu viens de tel endroit, donc tu dois penser comme ça et je vais te traiter comme ça. C'est une erreur fondamentale. Il faut déconstruire ces préconstruits. Et nous, on les amène à casser un peu tous ces carcans et à se reconstruire leur réalité. Et Roselyne l'a très bien dit, les réalités, elles vont changer. Ma réalité, quand j'avais 20 ans, elle n'est pas la même qu'à 22, etc., etc. Même si j'ai un fil conducteur. Et ça, ce n'est pas à nous de le donner, c'est aux parents. C'est les parents qui doivent donner le fil conducteur. Le tuteur, c'est le parent. Et après, nous, on amène un petit peu d'éléments à droite à gauche, on leur dit va visiter par là-bas, va faire telle chose, c'est un peu Abraham, le l'Era, va vers toi, va en toi, fais de l'introspection, réfléchis à qui tu es, ce que tu veux faire, comment tu peux le faire, comment tu peux aller le chercher, ce que tu as dit tout à l'heure. Et à un moment, comment je le valide. C'est ça l'école. Mais justement, mon père a fait 30 ans dans les banques et à 58 ans, il a fait HEP. Donc il a fait HEP et maintenant il donne à l'école obligatoire. Et il me dit, la plupart des profs, collègues actuellement, n'ont jamais vu justement le monde professionnel. Bien sûr. Et c'est nos enfants, ou mes plusieurs enfants, qui vont aller en classe avec des gens qui ont vu que HEP, donc les bancs de l'école, et passer de l'autre côté. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à changer? Peut-être forcer à faire de l'entreprise durant HEP, ou histoire d'avoir cette sensibilité sur le terrain et pas être cloisonné justement à lire un livre et être devant la classe et quand tu as une élève qui a une question, non, c'est ce qui est marqué dans le livre et pas l'expérience professionnelle que tu peux amener. Là, c'est un système complet à changer, là. C'est pas pour ça que moi, je veux partir au Canada pour aller... Je pense qu'au DIP, ils vont être contents de t'entendre dans ça. Non, mais nous, on va pas te dire l'inverse, parce que c'est ce qu'on défend, c'est ce qu'on souhaite. Voilà. Après, oui, mais qui nous a dit il n'y a pas longtemps qu'il n'avait pas... Enfin, après, il y a une structure à avoir. Je veux dire, tu sais,
il faut pas non plus. L'idée, c'est pas de. Il faut pas tout jeter. Exactement. Dans tout ce qui est école obligatoire, etc., ça permet aussi d'avoir un minimum d'analphabètes, ça permet d'avoir des Bien sûr, personnes qui ont un bien sûr, minimum totalement. de culture. Enfin, il faut quand même penser que nous, on joue sur du luxe. Mhm. On a 25 étudiants maximum Ouais. par classe. Quand il y en a 10 000, 20 000 ou 30 000 à gérer, on est bien obligé de mettre des programmes qui correspondent à peu près à tout le monde, de manière à s'assurer que l'ensemble des citoyens bénéficient au minimum de quelque chose. Après, on peut intervenir. Ok. D'accord ? Mais il est évident qu'à un moment, l'apprentissage de l'écriture, il se fait d'une certaine manière. Mhm. Après, la culture générale, elle doit se faire d'une certaine manière. Il y a des ouvrages à lire, il y a un certain nombre de jalons qu'il faut absolument respecter pour être éduqué. Ouais. Et j'ai justement l'impression que cette école-là, elle devrait apporter justement cette fameuse culture générale, mais elle en dégoûte plus qu'elle apporte. C'est que on se retrouve à devoir lire quelque chose qui nous intéresse pas forcément, et du coup après on le garde, on dit ah non, ce livre m'a pas du tout intéressé durant mes études, et en fait j'ai pas du tout envie de lire un autre auteur parce qu'on me l'a forcé. Alors, j'allais dire, si tu demandes l'avis forcément des élèves ou des étudiants, il y a toujours quelque chose. La problématique vient peut-être pas du fait qu'on t'ait forcé à le lire, mais peut-être de ce qui s'est passé après. C'est-à-dire on te demande de le lire, pourquoi pas ? Je veux dire que la personne qui te demande de le lire, peut-être qu'elle pense qu'il y a un intérêt à ce que Ouais. tu le lises. Par contre, la problématique, elle a peut-être été ensuite. C'est-à-dire que après que tu aies lu le livre, si on t'a dit, ben, tu m'expliques. Par contre, si on te l'avait commenté, si on t'avait expliqué, si on avait échangé avec toi sur ce livre, Bien peut-être que tu aurais eu une autre vision. Ouais, totalement. Tu vois ? Ouais. Donc, c'est pas dans le fait d'obliger à faire quelque chose. Tu as senti que c'était obligé parce que tu n'en as pas tiré un profit ou Ouais. parce que tu n'en as pas trouvé un intérêt. Exact. Ouais. Mais en fait, c'est comme tout. C'est en fait, je pense qu'on a tous la même base, c'est-à-dire qu'on va tous apprendre un peu les mêmes choses. Après, c'est de la façon dont tu l'amènes, encore une fois. Tout à l'heure, c'est dans la façon dont tu vas le faire et dans la façon dont tu vas expliquer pourquoi tu dois le faire. Ouais. Un peu comme les maths, tu as des gens, ils te disent, mais j'aime pas les maths, ça me sert à rien. Oui, mais si on t'expliquait les maths, notamment déjà rien que dans la vie de tous les jours, que tu le pratiques. Non, mais je m'adresse aux filles, vous allez faire les soldes. Si vous savez pas que 50% ça fait tant, bah, vous n'allez pas savoir combien. Bah, c'est des maths, hein, Ouais. je suis désolée, mais ça fait partie des maths basiques qu'on apprend. Donc peut-être que si on montrait les maths de cette façon-là et qu'on allait finalement dans un magasin en disant, bah voilà, ou alors chez le primeur pour dire, bah voilà, mon kilo de pommes, il vaut tant, et puis je vais en prendre 1,5 kg, bah, ce serait peut-être plus simple finalement que de faire ça sur un livre. Tu vois, finalement, tout est dans l'intérêt. Et comme dans la lecture, si derrière, tu n'as pas... si on te fait lire un livre pour faire lire un livre... C'est le contexte finalement qu'il faut amener C'est le derrière. contexte et la finalité. Ouais. Et l'intérêt. Je pense qu'aujourd'hui, il faut trouver un intérêt. Tu disais tout à l'heure, on a accès aujourd'hui, avec les Natel, avec Internet, à la connaissance. Non, on a accès à des données. Ok. Ce n'est déjà pas pareil pour moi. Et en plus, mais ces données, si elles n'ont pas d'intérêt, ça reste de la donnée. Ouais. Ça reste, tu vas lire, puis tu vas en faire quoi finalement ? Mais si derrière tu ne trouves pas un intérêt, bah, tu vas pas l'analyser, tu vas pas aller plus loin. Encore cette curiosité dont on parlait tout à l'heure. Oui, puis comme tu dis, l'environnement. Je veux dire, tu lis Proust à 18 ans et tu lis à 40, tu vas le voir d'une manière complètement différente. Ouais. Donc ce qu'il faut, c'est qu'à 18 ans, il faut avoir des profs inspirants. Je pense que moi j'ai eu en philo, j'ai une prof hyper inspirante. Elle avait passé son doctorat de philo à 40 ans. Et elle dit, c'est bête de faire un doctorat en philo avant. Parce qu'en fait, on n'a pas l'expérience de vie. Alors, c'est deux choses différentes, hein, parce que pour être prof, il faut avoir un doctorat, etc. Donc, tout dépend des profils de carrière qu'on veut avoir. Mais, je veux dire, on a quand même une appréhension du monde qui va être complètement différente. Et vraiment, je crois qu'il faut... le maître mot, c'est l'inspiration. Il faut être inspirant. Ouais. Il y a un très, très vieux professeur, alors qui est français, qui s'appelait le professeur André de Peretti, que j'ai eu la chance de croiser, qui est décédé à 103 ans, et qui avait toujours dit une chose, quand on est prof, il faut colibrier, c'est-à-dire qu'il faut être comme un colibri. Et le colibri, c'est cet animal qui se rapproche petit à petit, sans jamais heurter l'autre. Et je crois qu'aujourd'hui, être prof, c'est insuffler, donc c'est un message très sacré, hein, ce dont je parle, hein, insuffler
la connaissance, les compétences, les comportements, les attitudes, inspirer, mais sans jamais outrer l'autre, sans jamais le provoquer dans ses aspérités, etc. Et l'amener peut-être à un moment, petit à petit, à se rectifier. C'est-à-dire s'enjoliver, se polir, c'est ça être poli, se polir en gardant les aspérités. Parce que si toutes les pierres d'un mur étaient toutes lisses, comme on a envie de le faire aujourd'hui, le mur, il ne tient pas. Il faut mettre un ciment. Or, les vrais murs, ils tiennent qu'avec les aspérités. Si tu marches sur le sol, c'est que tes semelles font de l'aspérité. S'il n'y a pas d'aspérité entre ta semelle et le sol, ben, je peux te dire que tes genoux et ton occiput va s'en ressentir tout de suite. Donc, en fait, arriver à respecter l'autre dans ses aspérités, et en fait, l'école, c'est le lieu d'apprendre à vivre ensemble. Ouais. C'est l'endroit où on doit prendre plaisir à venir apprendre. Dans ce que j'entends de ton témoignage, c'est qu'à chaque fois, tu as été ou sous contrainte ou en souffrance. Ouais, c'était c'est terrible. Comme ça, tu vas passer 8 heures par jour sur les bancs de l'école, alors que apprendre, c'est beau d'apprendre. Bien sûr. C'est quelque chose, quand on dit un élève, on le décharge de son ignorance pour qu'il s'élève. Ouais. C'est ça notre métier. Et c'est ça, alors apprendre, j'adore apprendre. Je le fais sur des conférences, mais à l'école, moi je te parle à l'école. Mais à l'école, j'ai jamais senti ce plaisir d'apprendre en fait. Oui, tu allais à l'école par contrainte sans jamais te dire, tiens, aujourd'hui, je vais progresser parce qu'aujourd'hui, on va m'avoir appris ça, ou je vais avoir une notion supplémentaire, ou je vais ceci. Et c'est ça. Oui, mais à quel moment tu as dit ça pendant tes études? Moi, on m'a jamais dit ça pendant mes études. Jamais. C'était si tu connais pas tes verbes irréguliers, boum, tu te fais planter, c'est tout. Exactement. Voilà, il y a un côté coercitif où il y a plus de plaisir pour apprendre. Où j'ai vraiment appris, c'est quand j'étais à l'étranger, dans des classes françaises à l'étranger, où là, il y a un mode pédagogique totalement différent et qui se rapproche beaucoup de ce que l'on fait nous. C'est-à-dire il y a un moment. Alors attention, hein, il faut apprendre les choses. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui est important? Tu l'as très bien dit tout à l'heure. On peut très bien, d'une manière ludique, apprendre. La finalité, c'est d'apprendre. Sauf que le mot travail, il ne faut pas oublier que c'est étymologiquement la souffrance. Donc, on pense qu'aller à l'école ou aller au travail, il faut souffrir. Alors que ça peut être une source d'épanouissement. Ouais. L'école doit être une source d'épanouissement, une source de liberté. Un citoyen, il doit s'être fait plaisir à l'école parce qu'il devient un citoyen responsable. Il comprend les environnements. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On reproduit les mêmes choses. Et quand on redevient prof, qu'est-ce qu'on fait? On va se venger un peu sur les étudiants de ce qu'on a vécu soi-même. On va reproduire, c'est ce qu'on appelle les scarifications transgénérationnelles. Hein. C'est-à-dire, on va reproduire en permanence ce qu'on a vécu avant. Mais on ne peut pas évoluer comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Et j'ai envie de revenir là sur ce que tu m'as dit sur le Bicorp, le label finalement. Nous, les jeunes, on est assez stigmatisés sur le fait qu'on ne fait pas grand-chose et qu'on travaille moins et on veut plus. On pense, nous, à notre bien-être, et c'est une réalité aujourd'hui, où moi, c'est important pour moi d'aller à la salle de sport, c'est important de ne pas penser qu'au travail. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, vous, sur les 10 dernières années, où les étudiants ont cette mentalité qui ont peut-être changé et qui pensent un peu plus à leur vie personnelle plutôt que la vie professionnelle qui se fait aux entreprises? Oui, c'est quelque chose qui aujourd'hui se fait ressentir. D'ailleurs, de toute façon, aujourd'hui, on parle, il y a 15 ans en arrière ou 20 ans en arrière, de bien-être au travail, on accompagne, on fait différentes choses. Oui, c'est tout, ça fait partie encore une fois, ça fait partie de l'évolution. Peut-être que justement, ces jeunes ont peut-être vu des parents qui, à un moment donné, travaillaient trop. En fait, des fois, on se construit compte. C'est justement parce qu'on a vu quelque chose, on se dit, mais non, je veux pas ça. Partir à 6 heures, revenu à 7h30, je veux pas ça. Donc, aujourd'hui, oui, effectivement, dans les nouvelles générations, il y a cette envie de prendre du temps pour soi, de faire d'autres choses. C'est-à-dire qu'on ne passe plus sa vie au travail. Je pense que le télétravail est allé aussi dans ce sens depuis Covid, parce que ça aide aussi à travailler depuis chez soi. Alors après, il y a du pour, il y a du contre, ça dépend aussi des secteurs, ça dépend de ce qu'on fait, c'est applicable, pas applicable. Mais le fait que les jeunes, oui, aujourd'hui, mais comme ils ne vont plus non plus dans des entreprises qui ne vont pas aller dans leurs valeurs. Ils quittent les entreprises parce qu'elles ne correspondent pas à leurs valeurs. Ouais. C'est quelque chose. Mais et ça, c'est un phénomène qui est nouveau ou bien c'était quelque chose qui, avant, finalement, Non, en fait, c'est vraiment, il y a un changement de rapport au travail chez les jeunes générations. Mais
Moi, j'ai envie de vous dire une chose, c'est que nous, on aurait eu le choix de le faire. Je pense qu'on aurait été comme vous. Hein. Ok. Nous, on fait partie de la génération X. C'est la première génération sans nom, hein, qu'on appelle la génération sacrifiée. Déjà, on était très peu nombreux. On avait les anciens qui ne voulaient pas partir et les nouveaux qui nous poussaient. Donc, en fait, on est une génération qui est complètement pressurisée. Ouais. D'accord. Les générations qui arrivent derrière, hein, les digital, les millennials, les Z, les alpha, etc. En fait, il y a une vraie rupture de paradigme quand nous, on amenait du boulot à la maison, vous amenez la maison au boulot. Ouais, ok. Ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, à notre époque, tu aurais commandé quelque chose en ligne sur Internet. Alors, c'était déjà difficile parce que nous, Internet, on ne l'a pas eu tout de suite. Mais au boulot, c'était quasiment une faute grave, quoi. Ok, ouais. Alors qu'aujourd'hui, tu regardes, tu recommandes ton truc, tes vacances, ton truc, etc. Et ça va dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, sur l'agilité, d'ailleurs, de se dire, et de la fluidité, de se dire, bon, à partir du moment où le boulot est fait, où est le problème ? Sauf que dans le système hiérarchique, le hiérosarchaès, hein, l'ordre sacré, c'est ça l'étymologie du mot hiérarchie, hein, eh bien, il faut absolument qu'il y ait cette souffrance, ce pouvoir qui soit diffusé au fur et à mesure. En fait, c'est une question de pouvoir, c'est tout. Okay. Et je crois qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus retors au pouvoir parce que vous aimez les organisations qui sont un peu plus plates, agiles, etc. Libérées, on a parlé de l'entreprise libérée. Et puis surtout, il y a la responsabilité sociale et sociétale des entreprises qui a pris un essor. Moi, j'ai fait partie aussi, déjà depuis 25-30 ans, de gros mouvements sur la responsabilité sociale. Je crois vraiment que, du reste, à la fin de ma thèse, moi, j'avais fait ma thèse, c'était est-ce que les jeunes de zones périurbaines, est-ce que leur réussite professionnelle est impulsée par l'appartenance à un cadre ? Donc, on est complètement dans le débat d'aujourd'hui. Ouais. Et j'arrivais à démontrer que 30% des individus que j'observais qui avaient réussi, alors pour moi, la réussite, c'était très simple, il y avait une dualité déjà école-entreprise, donc c'était leurs notes, leur évaluation en entreprise et les notes qu'ils avaient à l'école. Et je faisais avec ça une note de compétence, entre guillemets, puisqu'une compétence, c'est une combinaison de connaissances et d'expériences qui sont observables et validables en situation professionnelle. Donc j'avais une vision assez précise. 30% d'entre eux sont expliqués de cette manière-là. Je me dis, c'est génial, 30%. D'accord ? Et d'un autre côté, on me dit, oui, mais qu'est-ce qu'on fait des 70% qui restent ? Et en fait, la fin de ma thèse, je posais déjà la question, c'était en 2006, est-ce que ce n'est pas à l'entreprise, alors que le chef d'entreprise n'est pas formé pour ça, hein, est-ce que ce n'est pas à l'entreprise de prendre le relais et de former ? Et je crois qu'aujourd'hui, on s'en rend compte de plus en plus. Vous allez, alors ta génération en particulier, Mathéo, vous allez dans l'entreprise si vous apprenez quelque chose, si elle vous apporte quelque chose. Sinon, vous en partez. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette soumission-démission, c'est ça ne m'apporte pas, je m'en vais. Oui. On me traite mal, ou c'est mieux à côté, il n'y a pas le principe d'équité. Vous, le maître mot, c'est l'équité. Je ne suis pas traité de la même manière, à compétence égale avec quelqu'un d'autre à côté, je m'en vais. Ouais. C'est tout. Exact. Et nous, on appelle ça de la volatilité, pour ma génération, mais pour vous, c'est une perte d'équité. Donc, après, c'est une question de vocabulaire, c'est une question de posture aussi, et franchement, je crois vraiment que si nous, on avait eu la chance de pouvoir faire ce que vous faites, on l'aurait fait avant vous. Okay, ouais. Vraiment. Nous, on n'a pas eu le choix. Il ne faut pas oublier, nous, on est la génération Tchernobyl, ça te dit quelque chose ? Génération SIDA. Je te rappelle quand même que nous, à 17-18 ans, quand tu étais avec une fille ou un mec sans préservatif, tu risquais la mort. Ouais. Tu vois, ça change complètement ta vision du monde. Ouais, le contexte, finalement. Ah, mais le contexte, c'est complètement fou. Ça te change complètement la vision du monde. Donc, aujourd'hui, alors, il y a d'autres choses aujourd'hui. Hein. Moi, ce qui me fait très peur aujourd'hui, pour vous, pour votre génération, c'est tout le principe des addictions. C'est pas que l'addiction au téléphone, hein. C'est au sucre, c'est à toutes les substances illicites, etc., etc. Et tout à l'heure, tu me parlais de salles de sport. Aujourd'hui, il y a des désocialisations qui s'organisent parce que les personnes perdent le lien social parce qu'ils vont à la salle de sport. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme d'hédonisme sur ces autoportraits dont on parlait, les selfies tout à l'heure. Je dois ressembler à ça, etc., avec des abdos, machin. Et en fait, quand on vous met sur un tatami, après, il n'y a plus personne. Tu vois, en fait, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est qu'on soit passé, nous, d'un monde hyper... alors, nous, on est une période de transition, mais tu prends les 68 arts, etc., qui sont passés d'un monde totalement fou, à vous, aujourd'hui, un monde qui va être un monde beaucoup de l'image. Et tu vois, et voilà, et artificiel, un monde un peu d'illusion. Ouais. Du reste, le 6 décembre, là, on organise un colloque sur le discernement, l'intuition et l'intime conviction, et on a un chercheur qui s'appelle Yves Rossetti, qui est un prof de neuro, qui va venir nous faire une conférence sur les illusions du cerveau. Je t'invite vraiment à venir voir.
parce que, et puis on mettra même un lien pour qu'on puisse le suivre en ligne, parce que c'est intéressant de voir comment notre cerveau, avec nos préconstruits, avec tous ces préjugés qu'on a, Ouais. qu'on a en héritage quelque part, eh bien, on voit le monde d'une certaine manière, et surtout, notre cerveau est aussi feignant, c'est-à-dire qu'il le voit comme ça l'arrange. Ouais. Tu vois? Et donc, il faut être capable, et c'est ça le but de l'éducation, c'est d'aller voir ailleurs, de se dire que ça, cette tasse, on la voit de telle manière, on peut la voir de dessous, on la verra différemment. Moi, si je la vois d'ici, c'est autre chose, c'est une oreille, etc., etc. Eh bien, il faut arriver à l'argumenter et avoir ça dans son entièreté, dans la globalité. Sun Tzu disait, il faut quand même réfléchir d'une manière globale pour agir local. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on agit trop local sans penser global. Et ça, je pense que c'est vraiment le vrai problème. Alors, on agit, sauf que aujourd'hui, les réseaux, alors je suis d'accord, sauf que les réseaux, tu penses avoir une vision globale. Parce qu'aujourd'hui, tu es connecté à tout le monde. Donc, au final, tu l'as, mais elle est biaisée. Elle est biaisée dans quel sens, du coup? Ben parce qu'en fait, elle est tellement. Tu l'as parce qu'on te l'amène. C'est-à-dire, on t'amène ce qu'on a envie que tu la vois. construis pas. C'est pas toi qui vas aller chercher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas, tu veux aller à l'autre bout du monde, tu vas dire, tiens, je connais la Chine. Parce que tu as vu des images de la Chine. Mais tu n'as vu que des images qu'on a voulu t'amener. Ah, ok, ouais, je comprends là. Donc au final, on façonne ta vision du global. Ouais. Elle est complètement façonnée. Et en plus, tu vas la façonner en fonction de ce que tu vas aller chercher, si tu as été plus curieux, moins curieux ou pas. Voilà. Ok, ouais. Mais en soi, tu n'y seras pas allé. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Donc, tu penses avoir une vision qu'on a façonnée, notamment avec les fake news, on y revient toujours, parce que c'est facile d'accès. Mais au final, c'est une pseudo-vision globale. Ouais, Et puis les algorithmes font le travail aussi pour, en fonction des recherches que tu as pu faire, totalement. pour te dire, ben voilà, on va te montrer telle chose, telle facette, etc., pour te plaire. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, quelque chose d'assez compliqué, quoi. Et du reste, et ça vous amène, vous, dans un monde, je trouve que votre monde est complètement insécuritaire, en plus. Parce que, regarde, aujourd'hui, tu peux te faire lyncher juridiquement sur le net sans avoir à passer devant un tribunal. Tu peux être lynché publiquement, quoi. Ouais. Et quand tu vois qu'aujourd'hui, je discutais l'autre jour avec des plus jeunes qui me disaient, mais monsieur, quand on va en boîte de nuit maintenant, il y a des fois, on demande sa pièce d'identité à la personne qu'on est en train de draguer parce qu'elle nous paraît tellement plus vieille. En fait, il y a un vrai risque derrière, c'est que 5 minutes après, sur tous les réseaux, on dit voilà, celui-là, c'est un pédophile, regarde, etc. etc. Et c'est fini. Donc en fait, vous avez un travail sur votre apparence qui est tel qu'en fait, vous devenez peut-être un petit peu sans relief avec tous ces filtres. Moi, un jour, j'ai des étudiantes, mais c'est là que c'est agréable de travailler avec des étudiants parce que je les prends en photo, je leur montre la photo, ils me disent mais monsieur, c'est pas nous ça. Mais je dis mais si, on vient de l'apprendre. Non, parce que moi, habituellement, les gens me connaissent avec ce filtre. Donc en fait, ouais, carrément. tu vois. Ouais. Et regarde, on pourrait s'amuser à regarder tous les filtres, toutes les photos de profil des gens qu'on connaît, et on va les voir dans la vraie vie. Ouais. Ça pose vraiment ça pose des vraies questions. Ouais, je comprends. Ouais. Tu vois. Et donc, moi, j'ai peur à un moment qu'on arrive à une forme de dépersonnalisation. Mhm. Et si tu n'as pas un fond solide, ben, je pense que tu peux te perdre. Il y a de plus en plus, là, j'ai écrit un article avec Hervé Croza, qui est avocat, parce qu'en fait, nous, les profs chez nous sont aussi des professionnels, comme on le disait. Hervé Croza, par exemple, il est avocat et il enseigne le droit chez nous. Okay. Et on travaillait sur la tour de Babel aujourd'hui avec toutes ces questions d'addiction au Natel, etc. Et un jour, il y a une fille qui dit « Moi, je suis en dépression parce que le jour où je suis rentré dans ce monde-là, je n'en suis jamais ressorti. » Et donc, c'est grave. Il y a beaucoup les personnes qui n'ont pas une famille équilibrée, qui n'ont pas une unité familiale qui leur permette d'avoir une limite droite, limite gauche, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont se perdre complètement. Et oui, c'est terrible. Ça, oui, c'est terrible. Alors, et tout à l'heure, tu parlais de fracture. Je pense que la fracture de la société... Elle est là, justement. Elle est là, la fracture. Ouais. Elle est là. Et je pense que l'école, elle a encore un rôle symbolique qui rassemble, qui doit ramener des personnes d'horizons différents, de cultures différentes, de visions différentes pour pouvoir échanger. Parce que si on rentre dans un modèle unique, ça risque d'être très, très compliqué. Mais tu crois que cette culture-là, elle est uniquement en Suisse ou en Europe? Parce que moi, je faisais partie de ces gens-là, finalement, avant le Covid, avant 2021. Et en 2021, j'ai fait un trip seul sac à dos en Norvège,
où j'ai complètement changé ma façon de penser, le fait de manger tout seul au restaurant. Il n'y a plus aucun jugement finalement. Que tout le monde te regarde dans un restaurant seul en te disant pauvre mec, qu'est-ce qu'il fout là tout seul avec mon téléphone était plus de batterie. Enfin, qu'est-ce qu'il fout là sans son téléphone? On enlève toute cette partie jugement. Je l'ai fait dans les pays nordiques. J'ai pas ressenti autant de jugement que quand j'ai mangé là tout seul au restaurant à midi. Et là, j'ai l'impression que tout le monde te regarde parce que tu es tout seul au restaurant. Qu'est-ce qu'il fait là? Je suis pas normal, j'avais pas mon téléphone avec. Est-ce que c'est que en Suisse ou finalement, est-ce que c'est un problème de société? C'est un problème de société. Okay. Tout le monde ne prend pas son sac à dos et ne va pas en Norvège. Ouais. Et c'est vrai que nous, on l'a fait avec nos enfants, par exemple. Tu sais, il y a une époque, dans les vieilles familles aristocrates, il y avait ce qu'on appelait le grand tour. Okay. C'est-à-dire qu'on envoyait les enfants, en Europe au départ, dans l'Europe c'est tellement facile que c'est dans le monde, visiter un petit peu tout ce qui se fait. C'est un peu le travail aussi si tu vas chez les compagnons du devoir, tu sais, ces gens qui font le tour du monde et qui vont voir, par exemple, une toiture faite à Fribourg, elle ne sera pas faite comme à Genève, elle ne sera pas faite comme dans le Tessin, etc. Et d'avoir une vision globale de ce qu'est une toiture. Je crois vraiment qu'il faut amener nos étudiants à voyager. Ouais. D'accord ? Comme de vrais compagnons. Le compagnon, il voyage. Il est accompagné. Le compagnon, il y a la notion de chemin dedans. Et nous, notre travail, c'est d'arriver avec eux à tracer un chemin. Ouais. Mais peut-être que le chemin, ils prendront pas ce chemin-là. Comme tu l'as dit tout à l'heure, par moment, ce chemin-là, il va beaucoup plus vite que celui-ci. Ouais. Les itinéraires B vont souvent plus vite aussi parce qu'il n'y a pas le bouchon, il n'y a pas telle chose. Et puis ceux qui savent sortir des chemins battus, c'est l'expression, souvent, ils découvrent autre chose. Comme tu le dis, peut-être qu'en Norvège, tu as découvert une opportunité de quelque chose ou la manière d'appréhender telle chose que tu n'aurais pas eu si tu étais resté ici ou si tu avais fait de l'intercanton. Tu vois, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est que quand on dit que les voyages forment la jeunesse, on forge la jeunesse, mais c'est ça. Et le problème aujourd'hui, c'est ce que dit Rosine, c'est qu'on ne voyage pas sur son attel. Tu ne vas pas au Louvre parce que tu ne vas pas regarder le Louvre comme ça. Tu ne vas pas en Chine, au pied de la Grande Muraille, de la même manière, parce que tu n'auras pas les odeurs, tu n'auras pas ce soleil qui te tape. Tu vas l'imaginer avec la légende urbaine qu'on la voit depuis la Lune. Alors que si on voyait la Grande Muraille depuis la Lune, on verrait toutes nos routes depuis la Lune, parce qu'elle est large comme ça. Tu vois, c'est toutes ces représentations. En fait, la vie, c'est une question de perception et de représentation. C'est tout. Justement, j'ai la chance de beaucoup voyager. On parlait de Norvège, j'ai la chance de voir les aurores boréales. Une photo d'aurore boréale et les aurores boréales en vrai, ça n'a rien à voir. C'est clair. Rien à voir. En termes de sensations, de froid, d'avoir attendu à moins 15 degrés dans une combinaison pour voir ces phénomènes. C'est incroyable. Et je pense justement que la problématique, elle est là. C'est qu'on a aujourd'hui une possibilité de voyager low cost. C'est vrai, aujourd'hui, on peut voyager pour pas grand-chose. Et de sortir son téléphone, de le laisser dans sa poche et de juste se balader au milieu de la Boqueria à Barcelone, de sentir ces odeurs-là, ça donne une perception, ça te permet de prendre un peu d'auteur, d'être à Bali et de voir que les gens ils négocient pour 100 000 roupies et toi, l'équivalent en Suisse, c'est 2 francs. Voilà, ça te met en perspective plein de choses où tu te dis finalement, ce que je fais, il y a peut-être une autre manière de le faire. Exactement. Mais parce que tu prends conscience de ton environnement et de ce que toi, tu peux apporter. Ouais. Et je pense que c'est comme ça, et parce que tu deviens responsable, c'est tout. Responsable, c'est répondre d'eux. Tu réponds de l'avenir, tu réponds de l'environnement dans lequel tu es. Alors, d'un autre côté, ça me fait un peu sourire, parce que tu fais partie d'une génération qui est hyper bicorp, mais qui va prendre l'avion pour trouver n'importe quoi. J'assume complètement. Ouais, non, mais je sais que tu l'assumes. Ça, c'est vous l'assumez tous. Aujourd'hui. Mais d'un autre côté... Après, faut pas juger l'un contre l'autre. Il faut se dire peut-être que d'aller voyager, ça nous amène aussi d'autres choses qui vont nous amener à changer nos postures sur d'autres... Tu vois, il faut voir ça une fois de plus d'une manière globale. Si on juge comme on le fait, en décontextualisant, en disant « Regarde, c'est vraiment des petits cons, ils bouffent du kérosène, ils polluent la planète, et où ils vont en Chine, sur de l'iPhone, etc., faire travailler les enfants, mais on voit peut-être pas que ça permet une ouverture d'esprit, d'avoir telle chose, et donc d'agir d'une manière différente. Il faut regarder les choses dans le temps. Tu l'as très bien dit, une aurore boréale, ça se mérite. On attend, il fait froid,
Il y a des rites de purification, Ouais, presque, bien tu sûr, ouais, vois. exactement. Ouais. Et quand on l'a, c'est top. Ouais. Par contre, tu regardes une image, ça te fait ni chaud ni froid. C'est le Exact. cas de le Surtout dire. que tu l'as tout de suite, c'est immédiat, comme d'habitude, on y revient, la c'est mérites immédiat et tu Ouais. la mérites pas. Et puis c'est plat, et effectivement. Il y a une histoire à raconter. Encore une fois, tu parlais de culture générale. Moi, aujourd'hui, le voyage, pour la plupart de mes clients ou de mes connaissances, le voyage est une discussion à aborder qui permet de casser des liens, de dire « Ah, ben, on a voyagé au même endroit et tac, on fait une connexion. » Et on peut parler des mêmes choses directement. Il y a une autre notion qui est derrière, dans ce que tu dis, c'est la notion de l'effort. Ouais. Je pense que, tu vois, autant je ne suis pas pour la souffrance, mais je suis pour l'effort. Oui, ouais. Les choses doivent se mériter quelque part. C'est-à-dire que si on t'amène ça d'une manière instantanée, ça n'a pas de valeur. Ouais. Ouais, totalement. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça n'a pas la même valeur. En ça n'a tout pas cas. la même Ouais. valeur. Ton aurore boréale arrivée comme ça, si, tu vois, toute la différence, tu te fais une dépose en hélico en haut d'une montagne ou tu gravis la montagne, c'est pas la même chose. Ouais. C'est pas le même délire, c'est pas le même truc. Non, au exactement. passage. Ouais. Mais quelque part, il y a des choses qui se méritent. Ouais. Et c'est pour ça que les temporalités, à mon sens, il y a de la ritualité à remettre dans les temporalités. Mhm. Et l'ennui, ça en fait partie. Ouais, bien sûr. C'est ces périodes un peu de vide où tu dois te déconnecter. Parce que de toute façon, si tu ne te déconnectes pas, tu fais un ictus amnésique, tu fais un truc comme ça, tu as de plus en plus de jeunes qui consultent aujourd'hui des psys. Nous, on a regardé un peu. Ok. On est, je crois, à 23 ou 24% de jeunes de 17 ans qui sont chez les psys en Suisse. Ok. En Suisse, en Europe, etc. Alors, tu vois, ça, c'est une réalité qui, moi, m'échappe complètement. Oui, mais parce Ouais. que toi, tu as trouvé un moyen de t'aérer. Ok. Tu as trouvé un moyen de t'aérer. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des vraies questions. Alors, je passe aussi les parents qui, aujourd'hui, ont fait de l'enfant la chose la plus merveilleuse qu'ils puissent avoir, ce qui est vrai, mais qui vont soigner toute leur névrose avec les gamins. Alors qu'il a été mauvais en sport, et ben, il va vouloir que son fils soit bon. Il parle qu'une langue, il veut que son fils en parle 5, etc. Donc, il y a plein de parents aussi qui soignent leur névrose sur leurs enfants, et nous, on les récupère en cours, et c'est compliqué. Alors, je ne dis pas chez nous, parce que je trouve que les parents qu'on a sont plutôt sains, et je ne fais pas du clientélisme, mais les enfants qu'on a sont plutôt sains. Et moi, j'ai vu dans certains cours des jeunes, mais on se dit, mais c'est pas possible. Et là, on sent, tu vois, c'est là qu'il faut avoir un schéma de valeur, il faut avoir une forme d'altruisme, vraiment une volonté et un amour de ce métier. C'est presque sacerdotique, c'est sacerdotal, pardon, que d'enseigner, parce que c'est un vrai engagement. C'est un engagement. Et un engagement, je rappelle qu'il est coûteux, il doit être communiqué et surtout, il est irréversible. Je pense qu'une fois qu'on a goûté à l'enseignement, une fois qu'on a mordu, c'est difficile d'y revenir. Tu verras quand tu feras cours. Je verrai. Il reste une quinzaine de minutes. Ça fait déjà 1h45. 1h45. C'est incroyable, tu es vraiment bavard quand même. C'est vrai. Toi, tu parles beaucoup. Moi, j'avais envie d'aborder Toi, tu parles beaucoup. un dernier sujet. Au travailler ensemble. Oui. Ça fait quoi de travailler ensemble? Moi, je le vis à moitié avec ma compagne, parce qu'elle gère toute la comptabilité de mes sociétés. Mais vous travaillez ensemble, du coup, au quotidien. Oui. Ça fait quoi de mêler à la fois la vie professionnelle, la vie de famille, le couple, finalement, au quotidien? Alors, c'est marrant parce que c'est une question qui revient souvent. Alors, pour te répondre, on m'aurait dit il y a encore 15 ans, parce qu'il y a quoi? Il y a 10 années qu'on travaille réellement ensemble. Okay. On m'aurait dit il y a 20 ans, tu vas travailler avec ton époux. J'aurais dit ah non, certainement pas. Pas du tout. En plus, on était dans deux milieux quand même différents. Ouais. Écoute, sincèrement, ça nous pousse à dire souvent que finalement, on s'entend plutôt bien parce que, voilà, ça fait quand même 23 ans que nous sommes mariés, donc 25 ans de vie commune, 10 ans où nous travaillons ensemble. Donc, finalement, on se dit, finalement, on s'entend plutôt bien parce qu'on n'a pas tant de heurts, quelques-uns, forcément. Comme tout le monde, aussi bien personnel que professionnel, parce qu'on n'est pas toujours d'accord non plus professionnellement parlant. Mais je pense qu'on a la chance d'être assez complémentaires, en fait. Okay. Je pense que c'est ça. Je suis très souple. Ah, c'est ça. Souplesse exemplaire. Bien sûr, ça se voit. Non, mais voilà, je pense qu'on est complémentaires. Puis on est à 50-50, donc ça nous oblige aussi. C'est ça. On va dire qu'il y a une obligation de légale de se mettre d'accord, Okay. finalement. Non, ça c'est pour effectivement. Non, voilà, on s'est mis à 50-50. Comme ça, il y a pas plus, moins. On est ensemble. On doit prendre des décisions ensemble.
Non, écoute, qu'est-ce que ça fait? Je sais pas. J'allais dire rien de particulier, à vrai dire. Voilà, on apprend à travailler ensemble. Ça peut être aussi parfois. Alors, oui, ça veut dire qu'on amène aussi le boulot en permanence à la maison et on va parler de choses. Forcément, si on arrive à parler du travail, c'est en permanence. Mais à C'est un peu un l'inverse, troisième enfant quand tu regardes. oui, c'est ça. Et, et en fait, mais ça peut être aussi une force. Parce que des Ok. fois, il y a quand même la solitude du chef d'entreprise. Ouais. Et je pense que d'avoir avec soi, finalement, parce qu'on est deux chefs d'entreprise, d'avoir avec soi quelqu'un en qui on a confiance, qu'on connaît parfaitement, bah, c'est aussi parfois se dire, bah voilà, là, si moi je lâche un peu prise ou si je suis un peu moins bien, bah, peut-être qu'en face, bah voilà, tout va pas craquer, tout va pas s'arrêter parce que je vais avoir quelqu'un qui, au contraire, voilà. Donc, je pense que ça permet aussi des fois justement d'avoir ces périodes de doute peut-être plus facilement et elles s'estompent aussi plus facilement parce qu'en face, il y a quelqu'un qui répond contre et qui finalement retire, comme on disait tout à l'heure, il faut quelqu'un qui vous tire par le haut, il y a l'autre qui vous aide à remonter. C'est aussi ça. Ok. Alors après, effectivement, c'est une question de confiance. Il faut quand même s'entendre. Il faut, ouais, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais bon. Je pense que, alors vraiment, l'entreprise, quand on la montre, alors, je vais te parler avec beaucoup de politique parce que c'est ma présidente. Donc, j'ai pas envie de me faire virer. Ah, c'est ça. Trêve de plaisanterie, quand on monte une boîte, vous savez, il y avait un vieux prof qui me disait toujours, monter une boîte, il faut être un nombre impair, et 3, c'est déjà trop. Ouais. Je crois que quand on monte une boîte, faut être seul. Et quand on monte avec son conjoint, on est vraiment une personne unique. Un couple, c'est aussi une personne. C'est deux individus, mais il y a une forme de personne qui émane. Quand on monte une entreprise, on a ce qu'on appelle l'affectio societatis. Ce pourquoi on s'associe. Et c'est quasiment une déclaration d'amour, l'affectio societatis. Du reste, on signe un contrat, les statuts, qui prévoient le pire. Si on se sépare, qui rachète telle part, etc., 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 qui n'est autre qu'un contrat de mariage, quand on regarde bien. Ouais. Et que le jour où les deux ne regardent pas dans la même direction, dans une boîte, ça pose un vrai souci. Ouais. Alors nous, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on est vraiment des vrais amis. Moi, si on me demande qui est ton meilleur ami féminin, je vais dire c'est Roselyne. Parce qu'en fait, je pense qu'on se dit tout, il y a une transparence totale. Alors après, ça peut-être aussi poser un souci parce que chacun n'a pas ou son jardin secret ou telle chose. Mais globalement, une boîte, c'est pas à toi que je vais la prendre. Tu en as aussi. C'est prenant. Ouais. Et quand on le fait à deux, c'est quand même beaucoup plus agréable. Ouais. Parce que je pense que nous, on a passé, par exemple, pendant le Covid, ça a été assez compliqué. Il y a eu des vraies mutations en termes de comportement, d'attitude. Si on avait été tout seul, de notre côté, je pense qu'on aurait lâché. Vraiment, je pense qu'on aurait lâché. On se serait dit, allez, on lâche, on fait autre chose, on part. Et ça. Et là, ça donne vraiment l'envie de continuer parce qu'il y a déjà une compréhension. C'est-à-dire qu'on sait en permanence où on en est. Est-ce que financièrement ça va? Est-ce que par rapport à telle chose c'est bon? Est-ce que là on a telle chose? Donc je pense qu'il y a vraiment une entraide et une prospérité mutuelle qui est assez forte. Okay. Et tu vois, les vieux modèles où tu avais le chef d'entreprise, son épouse qui était à la maison ou sur un autre chose, je pense que pendant le Covid, par exemple, je pense qu'il y aurait eu un vrai problème. Là, on s'est serré les coudes et on y est allé ensemble. Et avec les enfants, parce que les enfants aussi, ils sont très impactés. On ne se rend pas compte, mais sont très impactés par l'école. Ouais. Du reste, quand on va à l'étranger, on dit mais tu veux pas monter une école ici? Tu nous emmènes toujours des endroits où il y a des écoles. Parce que moi, c'est une passion. Quand je vais à l'étranger, voir une école, je trouve ça génial. Les étudiants, c'est génial. Donc oui, c'est compliqué, mais je pense que si on fait le bilan global, c'est beaucoup plus bénéfique qu'on ne le croit. Et puis ça force à travailler ensemble, à partager des choses ensemble, à confronter des points de vue. Roselyne a plutôt un point de vue qui va être hyper structuré, très sur le care, etc. Moi, je vais être plutôt sur
des choses un peu plus loufoques, etc., en pédagogie. On a chacun nos réseaux, on a chacun, Rosine, elle travaille beaucoup avec le cercle des administratrices, moi beaucoup plus avec d'autres, etc., moi plutôt avec les milieux militaires, avec le milieu universitaire, etc., et arriver à rassembler, c'est ce qu'on disait ce matin, et les chefs d'entreprise, puisque avec la dualité, on a pléthore de chefs d'entreprise. Bien sûr. Arriver à rassembler tout le monde dans un lieu, je trouve ça magique. Et là, c'est vraiment agréable quand on est à deux, parce que ça montre une identité forte. Et puis l'école, elle est bicéphale, elle est comme ça. Oui, Ok. je pense qu'effectivement, pour revenir sur le dernier point, je pense que ça montre une identité forte, parce que finalement, quand on a d'autres personnes en face de nous, que ce soit nos enseignants, même les parents, nos étudiants, le fait qu'on soit deux, je pense que ça monte, c'est rassurant parfois. Ouais. Rassurant, ça monte une force, parce que je pense qu'on partage les mêmes valeurs, on va quand même dans le même sens, sinon l'école n'avancerait pas. Voilà, en termes professionnels, on a la même idée quand même. Donc finalement, ça forme un tout qui est, voilà, deux personnes à la place d'une en face de soi. Je vais dire, ça impose peut-être plus encore que parce que on va dans le même sens et qu'on dit les mêmes choses, en fait. Et donc, finalement, par rapport aux personnes qui vont graviter autour de nous, je pense que ça forme effectivement un ensemble qui Oui, puis ça veut dire qu'on s'engage pleinement. Voilà. C'est-à-dire que nous, on n'a pas d'autres activités à côté. Donc, globalement, ça veut dire que ce qu'on fait, on y croit. Ouais. C'est un projet de vie. On l'a toujours dit, l'école, pour nous, c'est un projet de vie. Parce que c'est aussi en regardant nos enfants, on s'est dit, tiens, là-dessus, on pourrait peut-être faire évoluer telle chose, etc. Et c'est pour ça qu'on a dit à un moment, pour revenir au départ, pourquoi on crée une école. C'est aussi pour se dire, tiens, si on devait mettre nos enfants dedans, est-ce qu'on le ferait? Et c'est ce qu'on a fait avec notre fils, et c'est ce qu'on fera peut-être certainement avec notre fille plus tard. Parce qu'en fait, on croit vraiment dans ce modèle-là. Ouais. Et pas dans notre école, dans le modèle en tant que tel. Ouais. Dans la façon d'apprendre, on y revient encore, dans cette façon d'apprendre un peu différente, où effectivement, il n'y a pas que ce qu'on va t'apprendre, mais il y a aussi le voyage. Tout ça en fait partie, en fait. Pour moi, c'est hyper important. Ce que tu as fait d'aller voyager, pour moi, c'est tout aussi formateur. Et c'est important. Et souvent, oui, mais qu'est-ce que tu as appris concrètement? Et plein de choses. Je ne peux même pas te le raconter, en fait. C'est ça. Ça se vit. Et en fait, ça te permet de grandir intérieurement. Ça te permet d'appréhender les choses différemment. Et surtout, tu verras, et tu l'as dit, Covid, finalement, tu as changé parce que tu es parti en Scandinavie et que tu as vu des choses complètement différentes parce qu'ils ont une culture différente, une appréhension de l'éducation et de la formation complètement différente. Donc, ça, c'est hyper important parce que du coup, ça te remet toi en cause, ou tes modèles, ça les remet en cause. Tu te dis, tiens, est-ce que ça, finalement, ce qu'on me raconte depuis tout petit, c'est si vrai? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire qui fonctionne tout aussi bien? Est-ce que finalement, je ne peux pas faire matcher les deux? Et donc, ça te conforte et ça te fait grandir, tout simplement. Ça te fait grandir. Et c'est ça, le but. Et ça, pour moi, c'est tout autant formateur que quelqu'un qui sera allé, si on a dit tout à l'heure, dans un amphithéâtre pendant 10 heures de cours ou 20 heures de cours ou pendant tout un module parce que tu auras fait. Oui, tu n'auras pas eu la même chose. Oui, ça ne sera peut-être pas par écrit, mais tu l'auras dans tes souvenirs, en toi, ancré. Ça t'aura apporté des valeurs, tu auras rencontré des mondes, tu auras échangé, tu auras peut-être après parlé dans une autre langue, tu auras fait tellement de choses encore différentes, mais qui sont... Voilà, l'apprentissage, il n'est pas que comme il n'est surtout pas que... Regarde, on prend l'exemple de notre fils, nous, on l'a envoyé à Phuket, passer un diplôme de barman, alors qu'il était en première et deuxième année chez nous, en lui disant, mais ça, ce que tu as là, fais-le maintenant, parce qu'à 40 ans, c'est beaucoup plus compliqué. Comme par hasard, un jour, on va en Pologne, il rencontre un des pontes du barman, qui a le même insigne, ils vont discuter ensemble, ils passent une soirée ensemble, à travailler ensemble, etc. Donc, tu vois, ça crée des opportunités. Ensuite, on l'a envoyé au Congo, dans une des écoles, pendant 4 mois. Et là, c'est un monde complètement différent aussi, avec des musicalités différentes, avec des rythmes différents, avec des schémas de pensée différents. Et puis, il est moniteur de ski à côté, il finit sa 3e année, pendant la saison de ski, il va faire sa saison de ski. Et ce qu'il n'a pas fait là, il le récupérera après, ou il le fera un petit peu en ligne, etc. La finalité, c'est que
au bout du bout, ils maîtrisent le référentiel de compétences qui est prévu par l'école. Du reste, à la fin de l'année, on leur donne un passeport de compétences à nos étudiants. Donc, ils ont un passeport où ils peuvent aller voir un chef d'entreprise en disant ben voilà ce qu'on sait faire. Ouais. Tu vois, et en vrai, c'est ça. C'est qu'est-ce que je sais faire en sortant. C'est tout. Et je crois que ça se résume. J'aime bien créer des opportunités. Pour moi, c'est plutôt préparer aux opportunités qui arrivent. C'est ça. Parce que pour moi, les opportunités, il y en a tout le temps, en fait. Bien sûr. Et la plupart des gens sont incapables de les saisir quand ils sont là. Et souvent, l'opportunité ne revient pas 2 fois. C'est rare. Mais là, du coup, ce côté d'avoir vu cet insigne, il s'est mis en bonne condition pour accueillir cette opportunité, puis qui a profité du coup. Voilà. De toute façon, la vie, moi, tu sais, je ris beaucoup. Quand tu vas voir des banquiers, toi qui as ton père qui a bossé 30 ans dans la banque, les banquiers qui disent faites-nous un business plan à 10 ou 15 ans. Mais tu penses que les gens, avant le Covid, si tu leur avais demandé de faire un business plan, je pense que depuis, il a vraiment changé leur business plan, tu vois, même à 10 ans. Je crois que l'entreprise, c'est un ensemble de coûts d'opportunité. D'accord ? Ouais. Quelque chose qui arrive, hop, tu sais faire ou tu sais pas faire, comment tu peux savoir le faire, ou si tu sais vraiment pas faire et que là, tu vas jouer ton image, tu n'y vas pas. Mais c'est comme dans la vie. En fait, ce sont des coûts d'opportunité que tu saisis ou que tu ne te saisis pas. Ouais. Et plus tu vas avoir un esprit ouvert et une capacité d'observer. Moi, ce qui me fait peur avec vos téléphones, à être toujours sur Insta, sur machin, etc., c'est qu'en fait, vous ne regardez pas le monde autour. Ouais. Tu vas moi, je vois avec ma fille en voiture. L'autre jour, on a une prise de bec là-dessus. Je lui dis de tel endroit à tel endroit, il y a 2 heures, tu regardes ton attel, tu ne regardes pas l'environnement. On a traversé des paysages superbes, telle chose, il y avait tel truc. Et en fait, on se rend compte que parce qu'en fait, il n'y a plus cette temporalité. Bon, maintenant, on a un peu compris et ça change. Mais c'est un peu comme dans la vie. Ouais. La vie et la vie ou l'entreprise, ce qu'il faut, par contre, c'est être aligné avec ses valeurs. Ouais. Et je crois, tu sais, Sun Tzu, à un moment, disait il ne faut pas s'éloigner de la voie du sabre. Je pense qu'on a une voie qui est tracée. Et c'est ce qui nous permet de savoir qu'on est à droite ou à gauche. Comme le cadre. Tu sais que tu es en dehors ou dedans si tu respectes le cadre. Aujourd'hui, on a eu des générations où le cadre, on n'a fait que l'éloigner. Donc, moralité, on a fait des générations de « ah, c'est pas grave ». Oui, au début, c'est pas grave d'insulter un prof. Mais quand on insulte un prof, après, qu'est-ce qu'on fait ? On crache sur une vieille, on pousse une vieille, on fait un machin, on vole, etc. etc. Alors, pas tout le monde, bien évidemment. Pas tous ceux qui ont insulté un prof ne vont voler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une progression. Et si à un moment, on ne dit pas « attention, là, tu t'éloignes », un avion, s'il n'a pas une tour de contrôle qui lui dit « attention, vous sortez de votre espace aérien », le pilote, il est toujours libre de dire « je sors parce que j'ai besoin de le faire, parce que localement, vous n'avez pas vu un nuage d'oiseaux ou un orage ou telle chose. » D'accord ? Mais il le fait, mais il sait qu'il sort du cadre. Et on a toujours la capacité d'y revenir. Et je crois que nous, profs, je pense que nous, écoles, je pense que nous, parents, je pense que nous, citoyens, notre rôle est de rappeler le cadre pour pouvoir mieux en sortir. On ne peut pas s'exducérer, je reviens sur ma formule, sortir du cadre s'il n'y a pas de cadre. Donc aujourd'hui, je crois vraiment qu'il faut redonner de la liberté, parce que tout le monde pense qu'il est libre, mais on n'a jamais été aussi peu libre entre la note de vie sociale, là, le crédit social chez les Chinois. Nous, le nombre de likes aujourd'hui, quand tu regardes, quand on va publier le podcast, qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'appeler tous les 10 jours. Regarde, il y a 2000 personnes qui ont vu, 3000, on est super aimés. Donc en fait, on se soigne une fois de plus des névroses ou des carences affectives. Mais on n'est pas là pour ça. On est là aussi pour faire passer des messages. Exact. Et je crois vraiment que si on a une chaîne de valeur, si on a un axe qui est donné, eh bien, ça nous permet de saisir toutes les opportunités qui vont autour. Mais ça demande de la maturité. Comme tu le disais, ça demande d'être capable de se risquer, de s'engager sur d'autres choses, d'aller voyager et de sortir des sentiers. Et là, tu parlais de téléphone dans la voiture. C'est intéressant. Alors, moi, je ne suis pas addict aux réseaux sociaux. J'y suis parce que j'ai mon agence. Mais je suis addict entre guillemets, à ma boîte parce que c'est mon bébé. Donc, en fait, les clients qui me parlent, etc., ça passe par les mails. Et ma façon que je préfère de voyager, c'était les road trips. J'ai fait un road trip l'année passée aux US. La fin d'année, je pars en Nouvelle-Zélande pendant 3 semaines. C'est le road trip parce que tu es au volant. En fait, tu ne peux pas toucher ton téléphone. C'est que comme tu ne touches pas ton téléphone, tu ne vois pas tous les problèmes qu'il y a liés à ta boîte. Et tu le verras le soir ou quand tu poses ta voiture. Et ça te force à observer ce qu'il y a autour de toi, à apprécier le paysage, à découvrir des endroits que tu n'aurais jamais vus parce que si tu ne jettes pas un coup d'œil à gauche ou à droite, tu ne vois pas le petit carrefour ou la petite épicerie sympa. Et c'est la manière de voyager, je pense,
qui te permet de sortir des sentiers battus, mais aussi de pouvoir y revenir parce qu'à un moment, le soir, quand tu es dans ta chambre d'hôtel où tout est OK, bah, tu reprends tes mails, tu check et le lendemain, tu es reparti pour ressortir. Ouais, comme tu le dis si bien, aujourd'hui, là, tu n'as pas de téléphone, tu peux conduire, tu regardes tout. Est-ce que tu as déjà vu ces images? Les gens maintenant vont à un concert. Ah, c'est terrible, moi j'en peux plus ça. Un Moi je suis DJ. Non, mais tu vas à un Et concert. avoir des gens qui te filment, c'est insupportable. Non, mais tu vas à un concert. Non, non. Tu vas à un concert, le but c'est de profiter de ton Ouais. concert. Ouais. Parce que sinon, si c'est pour regarder à travers l'écran de ton téléphone, bah, regarde-le chez toi. Ouais. Tu n'auras pas dépensé le bris du. Mais aujourd'hui, tout le monde va à un événement et filme et regarde à travers son téléphone. Mais tu veux pas profiter de l'instant moment et Donc regarder. c'est bon, t'en profites pas, puis tu peux pas, tu Alors, transmets pas ce qui. et en plus, le problème c'est que on en revient à ce qu'on disait Et tout avant, le c'est que renverrait. comme on est concentré sur ce petit écran, du coup tu regardes plus ce qui est à Ouais, côté, en fait, donc tu ne saisis plus les opportunités. C'est un peu comme à l'époque quand les gens partaient en voyage et voulaient absolument te montrer les diapos de leur voyage. Ça m'a toujours gonflé. Ouais. Les amis de mes parents qui montraient, qui disaient on est parti en voyage, regardez, on va vous montrer les diapos. Mais j'en avais rien à faire. Par en contre, fait. raconte-moi ton Mais voyage. Voilà, raconte-moi Ouais. ton voyage. Ouais. Tu sais, ça c'est intéressant parce qu'en fait, ça démontre aussi une chose, c'est que la vie, elle est faite de petits patchwork comme ça. Mhm. Je vais rebondir sur un point. Tu vois, cette année, on a sorti un executive bachelor Ouais. qui naît d'une chose très simple. On a des personnes qui ont des CFC, qui n'ont pas passé de matu, Mhm. qui sont venus faire un brevet fédéral chez nous. Donc, tu vois, c'est des chemins Ouais. complètement Différent. différents. Et à un moment, tu te dis, mais ces personnes qui ont 35, 40 ans, qui ont une vraie intelligence, parce Mhm. qu'en plus, ils se sont pris pendant 1 an et demi du brevet fédéral tous les mardis, tous les jeudis et un samedi tous les matins, tous les 15 jours, un samedi matin. Donc, tu vois, quand tu as une vie de famille, quand tu es chef Ouais. d'entreprise, c'est bien compliqué. Comment je peux valoriser, donner de la valeur? Mhm. On a monté un executive bachelor comme ça. Ouais. Et ils viennent chercher des spécialisations. Ils soutiennent un mémoire ou un business plan et ils ont un executive bachelor. Ça répond un peu à ta question tout à l'heure. Comment est-ce qu'à un moment, tous ces patchs, on donne Tu donnes une valeur, cohérence, une valeur. Ouais. Et c'est le principe de la validation des acquis. Ouais. Donc, tu vois, c'est pareil. On peut avoir plein de chemins, chacun, et à un moment, pouvoir se retrouver sous une même enseigne, sous une même bannière, et puis partager des choses fabuleuses. Regarde, si on avait eu des téléphones ou quoi que ce soit, est-ce qu'on aurait tenu 2 heures comme ça sans discuter? Ouais, je pense Est-ce pas. que les générations prochaines seront capables de tenir des débats comme ça pendant 2 heures? Ouais. C'est une vraie question qu'il faut se Ah, poser. c'est une question, hein, clairement. C'est une question que je pose. Moi, j'ai de la peine à passer une soirée avec des gens qui sont sur leur téléphone. Je pars, en fait. Ça Oui. ne m'intéresse Ah pas bah, c'est de clair. discuter avec un mur, en fait. Donc, si Même t'as pas de avec un parti- mur, tout seul, même souvent. Ouais. Il n'y a pas de partage d'expérience, il n'y a Bah, pas... regarde au restaurant, hein. Des gens qui sont Ah, là en mais c'est face de terrible. l'autre et qui ont des Terrible. Nous, on Il est interdit. À table, il est Ah bah, interdit. c'est Ouais, interdit. mais je Et comprends, d'ailleurs, hein. même quand on est au restaurant, on regarde les gens autour. Mais je me dis, mais c'est dommage. Ils n'ont rien à se dire, ces personnes. C'est... Après, on en revient donc, du coup à la facilité. C'est qu'on l'a fait une fois, du coup, on l'a fait 2 fois, 3 fois. Et c'est comme tu viens de dire, hein, L'addiction. l'addiction et surtout, si on t'a jamais dit ça, ben, tu vas continuer, et puis tu seras habitué à faire ça. Attends, mais moi, depuis que je vais sur TikTok, je suis comme un fou. Il faut que je m'arrête parce que j'ai encore cette capacité de dire je m'arrête. Mais c'est hyper de scroller, etc. Tu es dit, quoi. Ah, c'est terrible. Ouais, c'était Moi, j'ai fait, il y a 2 semaines, j'étais dans une école obligatoire en secondaire et j'ai donné juste 45 minutes, 1 heure de cours sur la prévention de TikTok en leur disant que s'ils avaient un objectif dans leur vie, faut l'enlever, quoi. Mais est-ce qu'ils comprennent? Parce que c'est eux. Si j'ai réussi à convaincre une personne, pour Oui, moi, c'est OK. C'est clair. Pour moi, c'est OK. Et le tout, c'est que tu ne sois pas le seul convaincu, parce que sinon... Mais non, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Parce qu'il y a un problème, c'est que les parents sont absolument pas au courant de. C'est ce que je te de disais cette, tout à l'heure. de Ils cette sont à des expérience. années-lumière de savoir ce qui se passe. Ils pensent que les enfants sont calmes. En fait, ils sont anesthésiés. Ils sont complètement. Exactement. Ils sont anesthésiés. Amorphes, Anesthésiés, dans un- l'étymologie, c'est on a enlevé tous les sens. Ouais. T'imagines? C'est ça. C'est dramatique. Ouais. C'est-à-dire on a des humains anesthésiés. On n'est plus capable de passer un moment dans le train sans justement aller observer le paysage et pas regarder son téléphone c'est ou vrai. être dans un aéroport, patienter 3 heures et profiter de se balader dans l'aéroport. C'est terrible, mais c'est une réalité. Écoutez, un grand merci. Bah, merci, Merci à à toi. toi. 2 heures de temps.
Merci d'être venu, en tout cas, pour ce podcast. Oh, c'est super, merci de l'invitation. plaisir. C'était vraiment un vrai plaisir. Avec grand Une plaisir. belle expérience. On se Ouais. réjouissait et en fait, on est On est plutôt super contents. contents. Voilà. Magnifique. On repart tout aussi content que. Je mettrai tous les liens en description de l'école. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, vous avez remarqué que vous ayez compétences ou pas, postulez, essayez. Et il y a de toute façon une solution à trouver Il y a un aux éventail. études et un éventail de compétences à avoir. Aujourd'hui, c'était un plaisir de vous avoir reçus. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Ciao!